Salut les Wargamers, c'est Evie de French Web Tuto, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. Aujourd'hui, je suis en compagnie de LOL pour la lecture et l'analyse du tout nouveau livre d'armée pour Warhammer 40 000, les Ligues de Votann. On se retrouve donc aujourd'hui pour découvrir, voir un petit peu ce qu'a fait Game Workshop avec cette récente armée pour Warhammer 40 000, puisqu'elle était apparue en octobre 2022 lors de la 9e édition. On avait d'ailleurs fait un rapport de bataille en 1000 points, c'était une exclusivité mondiale, mais comme toutes les nouvelles armées de Warhammer 40 000, elle avait peu d'entrées. Là, je pense que Game Workshop a surpris une grosse partie mais justement des clients et des joueurs de ce jeu avec la dernière reveal, puisqu'ils ont mis au centre de l'univers de Warhammer 40 000, en tout cas de ce qui va être chaud, une toute nouvelle vague de sortie pour cette armée-là, avec un livre d'armée qui est juste une dinguerie absolue. Vous allez retrouver tout ce qui fait justement le plaisir et la saveur d'un livre d'armée. Il est gros, il est beau, il est chaud. Non, plus sérieusement, il y a des illustrations de malades, il y a du lore pour toutes les nouvelles unités. Honnêtement, tu vas pouvoir un petit peu nous parler justement de ce qu'étaient les Votann et ce qu'ils vont être, mais en tout cas, quel a été ton ressenti à l'arrivée de ce nouveau livre d'armée? Ressenti numéro 1, enfin un vrai codex. Un vrai codex, comme tu l'as dit, rien que sur l'épaisseur, sur le fluff, sur le lore, enfin tout, et en plus des nouvelles unités pour amener de la profondeur, des gameplays différents, des détachements différents. On va le voir, ça va réellement créer une nouvelle façon de voir le Votann, de jouer le Votann, avec plein d'unités. Avant, on avait des listes qui étaient malheureusement un peu répétitives, parce que le nombre d'entrées, parce que ce qui était fort, ce qui marchait dans la méta. Là, on va voir qu'il va y avoir un nombre de détachements qui vont emmener de la saveur différente et des unités qui vont pouvoir aller combler justement les quelques trous qui étaient aussi manquants dans le codex Votann au début. Yes, donc une collection super large, ça c'est un très très bon point. Pour les joueurs historiques Votann qui ont l'habitude de les affronter, c'est un système de jeu qui a complètement changé. Avant on fonctionnait avec un système de points de rancune qui fait quand on avait 1 sur une unité ennemie, on avait plus 1 pour toucher, quand on avait 2, on en avait plus 1 pour blesser, et ça rendait le Votann un petit peu comme le Space Marine au début de cette 10e édition, c'est-à-dire que ce qu'il voit, ou en tout cas va mourir, puisque si ça c'est maudit, ça va mourir. Ne vous inquiétez pas, ce système a changé, mais le codex n'est pas moins fort pour autant. Ça veut dire qu'au début on a une première lecture, on se dit mais attends, il faut refaire les stats, c'est un petit peu différent, et on se rend compte là où Game Workshop veut aller avec ce nouveau gameplay, et ça c'est assez satisfaisant, et encore une fois beaucoup moins frustrant aussi quand on va l'affronter. On est d'accord, une vraie dynamique, une vraie mécanique de jeu complètement différente. On va parler de points de rendement, on va rentrer dans le détail. Ça va amener quelque chose comme on voit dans pas mal de codex, avec les points d'acquisition ou avec les Drukhari, une autre mécanique spécifique au Votann qui va leur amener des avantages déjà dès le début, et le Votann va pouvoir jouer avec pour adapter à sa stratégie, à sa tactique en fonction de la partie. Et chaque détachement amènera une mécanique un peu différente sur ses points de rendement pour aller chercher des stratagèmes, toujours avec un double effet basique, et les points de rendement pourront amener un effet plus poussé au choix du joueur. Le carburant de ces petits nains de l'espace, est-ce que c'est une armée que tu conseillerais à un débutant de l'univers de Warhammer 40 000? On est plutôt sur un jeu un peu complexe, et donc c'est plutôt une deuxième armée. Clairement, je serais pas surpris qu'on voit un renouveau de débutants, ou en tout cas de gens qui vont vers le Votann, déjà par rapport au caractère. Je trouve que les figues sont top, il y a un vrai caractère, les nouveaux véhicules, les nouvelles figurines sont exactement dans cette âme-là. Et les points de rendement vont au début paraître un peu compliqués, mais je pense qu'en fait c'est vraiment une nouvelle mécanique qu'il faut apprendre. Et surtout on peut ne pas jouer sans, mais on peut jouer sur le basique, ça veut dire utiliser vraiment les deux postures que ça va nous permettre, acquisition hostile ou consolider la prise. Et derrière, au niveau des stratagèmes, être un peu moins gourmand sur le fait de les dépenser ou pas les dépenser. Donc non, c'est pour moi, que ce soit au niveau du nombre de figurines nécessaires pour jouer, au niveau de leur caractère et au niveau de la mécanique, c'est une armée qui est disponible pour les entrants, les nouveaux joueurs, les new joiners. Ok, et dernière question pour toi pour cette introduction. Est-ce que tu penses que le codex est équilibré à la fois en interne et à l'externe, c'est-à-dire dans l'univers de Warhammer 40 000? Alors ça, avec les nouvelles unités, c'est toujours un peu le risque. C'est-à-dire qu'on voit arriver des choses. Il y a un côté très spicy, ouais super, on va tester, avant de voir réellement ce que ça peut donner, et en particulier vis-à-vis du coût en points, je pense qu'il va nécessiter quelques ajustements. En tout cas, au niveau interne, je trouve qu'il est équilibré parce qu'il y a une vraie saveur dans chaque détachement, comme on va le voir, qui va vous pousser vers plutôt un type d'unité ou autre, versus l'externe. Le codex Votann est assez fort, on le voit dans sa représentation au championnat du monde, puisqu'il est présent dans l'équipe de France. Est-ce que les nouveaux détachements et les nouvelles figurines vont se retrouver positionnés dans des rosters, ou en tout cas dans des listes d'armées en solo ou en équipe? Moi je vois un ou deux, on en a parlé entre autres avec Olivier, Père Castor,
un ou deux détachements qui, je pense, vont amener beaucoup de push et beaucoup de renouveau à ce codex. Donc en externe, je dirais oui aussi. Yes, puisque comme on va le découvrir, c'est aussi l'apparition enfin d'agents solitaires au sein de cette armée-là. On a certaines unités qui ont gardé le même rôle avec un mouvement préparti qui peut être assez fort, mais moins de stupidité à base de gratuitement on ignore le couvert. Donc vraiment, vous allez voir, c'est une nouvelle profondeur qu'il va falloir découvrir et ça a énormément de saveur alors qu'on peut s'imaginer être à peine à 1 an de la fin de cette édition. Ouais. On va voir. Inch'Allah. Les amis, je profite de ce début de vidéo pour la lecture et l'analyse du nouveau codex des Votann pour vous dire qu'on est actuellement en Autriche dans la ville de Leoben pour les championnats du monde en équipe de Warhammer 40 000. C'est donc en 8 contre 8 et on est tout le week-end en live donc sur la plateforme Twitch. Je mettrai le lien en description pour pouvoir supporter nos bleus. Pour maintenant rentrer dans le dur de cette nouvelle armée, on va découvrir la règle d'armée, efficience ordonnée. Très simple, comme on vous l'expliquait en préambule, vous allez avoir une forme de carburant qui va s'appeler les PDR pour points de rendement, ou alors point de rancune si vous aimez la digression, ou viser à côté de la cible, ce qui est la spécialité de Laurent. J'avoue que je vais rester sur point de rancune, je trouve. C'est moins capitaliste. Point de rendement, ça fait un peu capitaliste. Mais bon, on verra ça après. Cherche des reliques, les mecs, oui. Des minerais. En tout cas, c'est très simple, au début de la partie, et ce jusqu'à votre prochaine phase de commandement, vous serez dans le protocole acquisition hostile. Vous allez donc avoir 2 protocoles, vous allez marquer ces fameux points de rendement PDR. En gros, tant que vous en avez moins de 7, vous allez être automatiquement jusqu'au début de votre phase de commandement en acquisition hostile. Vous allez donc avoir, si vous ciblez une unité qui est à portée d'un pion objectif plus 1 pour toucher, et vous relancerez vos jets d'advance et de charge. Si à votre phase de commandement, vous êtes à 7 ou plus, alors automatiquement, vous passez cette fois-ci dans consolider la prise. Vous allez avoir plus 1 pour toucher, mais cette fois-ci, si vous êtes vous-même sur un objectif, et vous allez avoir moins 1 pour être blessé si la force dépasse l'endurance pour vos petits nains, et ça marche sur tout le monde sauf les véhicules. Donc une mini transhumaine, donc on voit vraiment l'âme des 2 postures. Une c'est je vais sur les objets et si t'y es, je te fume, donc je cours vite, je reroll les advance et les charges et j'ai plus 1 pour te toucher si t'es sur un objectif. Dès que j'y suis, donc dès que j'ai gagné des points de rendement, parce que comme on va le voir, les points de rendement sont gagnés entre autres avec les objectifs qu'on possède, là je consolide la prise. J'ai plus 1 pour toucher parce que j'y suis. Et en plus, j'améliore avec une mini transhumaine. C'est-à-dire que toutes les armes qui vont me tirer dessus avec une force supérieure à mon endurance auront moins 1 pour me blesser. Ce qui était une des lignes naturelles des Terminator Votann. Yes, donc super cool hein, en termes d'ADN, même si c'est un nouveau mécanisme, vous verrez à la lecture, c'est beaucoup plus complexe que quand nous on le lit. Non mais franchement, il a fallu le lire on l'a lu plusieurs fois, ouais. On s'est dit c'est compliqué inutilement. Maintenant qu'on l'a dit comme ça, vous inquiétez pas, c'est facile. Mais en tout cas, en termes d'ADN, acquisition hostile, comme tu l'as dit, si jamais je vais sur les objets, je te défonce ta race. Si jamais j'y suis, je tank mieux et je touche quand même mieux. Et encore une fois, là où c'est très bien joué de la part de Game Workshop, il existe 2 occurrences de relance. En général, c'est soit il faut que la cible soit sur un objectif et qu'elle le contrôle, là il suffit qu'elle y soit, ou qu'on y soit d'ailleurs pour proquer les 2 effets. Donc mine 2, c'est vachement de l'attitude de jeu, parce que même si on n'a pas l'objectif mais qu'on est dessus, on aura nos bonus, on va donc pouvoir anticiper les charges, ou au contraire un tanking accru, même si on nous avait deny un objectif. Donc ça c'est vraiment très top. Ensuite, au niveau donc du farm, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va récupérer ces points de rendement, très simple, c'est aux phases de commandement, amis et ennemis. Donc là pour le coup, en termes de complexité, c'est vrai qu'il va falloir tenir un compteur assez clair avec son adversaire et son partenaire de jeu pour éviter tout simplement qu'il nous en fume. En tout cas, il faut qu'on regarde tous en tête justement où est-ce qu'on en est au niveau de ce fameux carburant. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que donc aux phases de commandement, c'est intéressant encore une fois quand on dit aux phases de commandement amis ennemis, à notre phase, c'est que la nôtre. En tout cas, aux phases de commandement, vous allez marquer 1 point de rendement si vous contrôlez au moins un objectif dans sa zone de déploiement, au moins un objectif dans le No Man's Land, et si on en contrôle plus que son adversaire, on va pouvoir marquer donc jusqu'à 3 points. On verra tout à l'heure qu'il y a aussi un détachement qui nous permet, quand on fait un kill, d'en avoir un plus. Ça va être le détachement du farm de ces fameux points de rendement. Donc comme je viens de le dire, on farme nos points de rendement aux phases de commandement. Par contre, c'est seulement à notre phase de commandement en tant que joueur Votann, si on est à 7, alors on change le protocole et on passe de l'offensif au défensif, ou l'inverse. Exactement. Je pense qu'il va y avoir vraiment une mécanique de la part des joueurs Votann, parce qu'on va voir, donc il y a le farming, assez classique aux phases de commandement, il va y avoir des détachements qui vont nous permettre d'avoir du farming supplémentaire, il y a des persos et des optimisations qui vont nous permettre aussi de jouer avec ces points de rendement. Je pense qu'il va y avoir une vraie volonté tactique de la part des joueurs Votann d'aller parfois très rapidement consolider la prise parce qu'on s'est mis sur les objets, parfois de revenir en acquisition hostile pour regagner du dynamisme ou de la projection. Voilà, il va y avoir vraiment une nouvelle mécanique complète que le joueur Votann et bien évidemment son adversaire va devoir appréhender sur ses points de rendement avec tous les bonus, aussi bien pour les stratagèmes que les bonus naturels
qui vont être mises en place. Yes, c'est un petit peu ce que tu disais en introduction de cette vidéo, c'est que quelqu'un qui va débuter le jeu, il va vivre avec ses points de rendement et il va tout simplement les accumuler. Là où quelqu'un d'un petit peu meilleur verra potentiellement 1 ou 2 rounds à l'avance, justement pour arriver à passer ces fameux caps de 7 points pour passer en consolidation de la prise par exemple. Et vous allez le voir aussi, à cette lecture on se dit putain c'est ok, mais est-ce qu'ils ont changé les datasheets? Vous inquiétez pas, oui, notamment les lignes de base sont excellentes, elles sont certes qu'un PV mais elles peuvent avoir un insensible à la douleur, et quand on commence à faire les stats en mode mais attends, en plus je peux avoir un transhuman, on va se mettre d'accord tout de suite, comme l'a dit Laurent, la transhumanité vient d'un terme des anciennes versions de Warhammer 40 000 quand on avait -1 pour être blessé. Ça a été harmonisé dans l'univers de Warhammer 40 000, maintenant pour avoir -1 pour être blessé, il faut que la force dépasse son endurance. Mais quand on a un petit nain endurance 5, qu'on va potentiellement avoir -1 pour être blessé, une invulnérable à 5, voire un insensible à la douleur à 5, on va se rendre compte quand même que waouh, ça manque hein. Oui, exactement, c'est le consolider la prise, donc cette posture défensive va vraiment créer, en plus si vous êtes dans le couvert, vraiment créer de la résilience qu'on attend des nains. C'est l'image qu'on en a dans tout le fleuve, dans tout le lore. Les brise-fer, c'est du fer. Et voilà, c'est costaud, ça tient et ça reste, c'est ancré. Voilà, donc il y a plein de phénomènes, enfin plein de stratagèmes en plus qui vont s'associer, plein de manières de maximiser cette résilience. Mais comme tu disais, je pense qu'on peut le jouer de manière assez classique, ce point de rendement. C'est bien noté qu'en plus, à la phase de commandement, vous allez avoir possibilité de gagner ou de perdre potentiellement des points de rendement, et donc le joueur un peu vétéran de cette dynamique va pouvoir volontairement aller chercher l'acquisition hostile, volontairement rester en consolider la prise, ou accélérer son consolider la prise en fonction du tour et de ce qu'il va vouloir faire versus l'adversaire. On vient de découvrir ce nouveau mécanisme de jeu, toi qu'est-ce que t'en penses? Là on l'a expliqué, c'est une très bonne chose. Maintenant, toi en tant que joueur Votann, est-ce que tu penses que c'est mieux? Est-ce que tu penses que c'est moins bien? C'est quoi ton ressenti? En fait, tu l'as dit, c'est nouveau, il y a plein de nouvelles choses, il y a un nouveau codex avec plein d'entrées, plein de détachements, donc rien que vis-à-vis de ça, je suis très heureux. Par rapport à ce qu'on était connu des points de rancune, qui avait déjà changé un peu entre la 9e et la 10e édition, on était resté bloqué sur un phénomène qui était celui que tu as décrit, ça veut dire le Votann, dès qu'il y a des points de rancune, il voit, il tire, il tue. On l'a vu aussi avec le détachement qui est arrivé à Noël. On a été un peu enthousiasmé, mais très vite on s'est rendu compte que le détachement précédent où les points de rancune étaient maximisés. La Games l'a up juste après d'ailleurs. Voilà, c'était bon bah les gars, en fait non, on reste sur le détachement avec ce voilà. Donc il y a une part de moi qui me dit, je connaissais cette mécanique précédente et qu'elle marchait bien, mais on avait fait un peu le tour. Là, naturellement, je pense que l'armée intrinsèque avec cette nouvelle mécanique de points de rendement est plus forte et va amener une saveur d'utilisation vraiment plus sur le choix des unités, sur le choix du détachement et sur le choix des tactiques. On va rester un peu moins monobrain qu'était malheureusement le Votann avant. Donc moi je vois que du bon. Après, la question ça va être sur la table. Comment ça va se déterminer? La question que tu posais tout à l'heure, est-ce que ça va être équilibré en interne et en externe? Et est-ce qu'il n'y a pas un ou deux détachements qui vont vraiment sortir très fort et on va tomber dans des redondances? C'est toujours un peu le risque avec l'arrivée d'un codex. Ce qui est très bien, c'est qu'on voit que Games est ultra réactif. Et dès qu'il y a quelque chose qui penche un peu trop d'à côté, sous 3 mois, boum, voilà. Et donc ça, en tout cas, beaucoup de renouveau, beaucoup de nouvelles réflexions, un codex vraiment à appréhender dans son intégralité, des nouvelles unités. Tout ça, pour moi, versus ce qui existait avant, il n'y a que du bon. On a fait le tour donc de la règle d'armée. Habituellement on passe au détachement, comme là il y a vraiment beaucoup d'entrées, des nouveaux mots-clés qui vont justement définir aussi certains gameplays de détachement. On commence tout de suite par les datasheets. On commence par tout seigneur, tout honneur. Le premier personnage nommé c'est Uthar le Destiné. Il est dans ce nouveau codex, et je précise que Game Workshop a la gentillesse de nous donner les coups en point. Maintenant il se garde le droit de les changer jusqu'à 2 semaines après la sortie de cette vidéo, c'est-à-dire pour la sortie publique du livre d'armée, ce qui est plutôt légitime. En tout cas, Uthar, il est donc à 95 points. Il va pouvoir rentrer dans les Atregarde Einir, c'est-à-dire les Terminators, et les guerriers Arthurcog, c'est-à-dire les guerriers de base. Il va avoir 2 aptitudes. La première, c'est qu'il va être capable de dépenser un pion de rancune, pas de rendement, de rancune, pour pouvoir transformer un jet de touche, un jet de blessure, un jet de sauvegarde en un 6. Premier mécanisme, donc on va utiliser ce carburant pour monter ou descendre sous la barre des 7. Et ensuite, deuxième aptitude, c'est l'efficacité austère. C'est un petit peu à la manière soit de Robot de Gulliman, et Dieu sait qu'on l'aime ici, ou alors d'un prince tyrannide, qu'on aime aussi ici, parce qu'on aime tout le monde, qui va pouvoir choisir une unité à 12 pouces de lui et lui faire utiliser un stratagème à -1 point de commandement. Voilà donc pour ce petit gars. Comment est-ce que tu as envie de l'équiper? Est-ce que tu as envie de le jouer? Qu'est-ce que tu en penses? Ce qui est pas mal, c'est on avait déjà la chance ancestrale, le fait de pouvoir transformer un 6. Il l'avait naturellement avant. C'était pas mal utilisé. Là, on voit le début de l'utilisation des points de rendement. Il a des armes
qui font des devastating wounds, des blessures dévastatrices, donc on va aller chercher potentiellement les blessures mortelles. Et clairement, l'utilisation d'un stratagème avec moins un PC, c'est toujours très très fort. On connaît la force des points de commandement et de l'utilisation des stratagèmes. 95 points, voir s'il n'est pas un tout petit peu trop cher par rapport à tous les autres persos qu'on va voir, qui sont très forts en tout cas, intrinsèquement et ou dans l'accompagnement d'unités. Un des points qu'il a, c'est qu'il amène une 5+ en aura à son unité, une 5+ invulnérable, avec son cimier rempart. Voilà, ça peut être un vrai plus au niveau entre autres des Terminators. Les guides base l'ont déjà, mais au niveau des Terminators, ça peut être un vrai plus. Yes, alors là pour le coup, je me sais que je m'étais fait chier dessus en reveal parce que j'avais trouvé la figurine ok, mais que j'aimais pas trop quand tu sais ils mettent un style tyrannique sur une figurine parce que c'est très situationnel en termes de modélisme. Là, je peux vous dire qu'au niveau de ses règles, il est astro pété, mais il est pété, mais il amène quelque chose de très très cool aussi justement dans l'armée des Votann. On va parler de Buri Aernissen. Plus il est autrichien. Mais du nord. Genre près de la Norvège, la frontière voilà. Autriche-Norvège. Très très haut. Alors, très haut. Il est à 110 points. Agent solitaire. Agent solitaire avec discrétion. En plus de ça, il va en plus avoir comme règle courage nourri par la rancune qui fait que la première fois qu'il est détruit à la fin de la phase, on va jeter un dé et sur un 2+, il va revenir à la vie. Full PV. Ce qu'on appelle le face cap, très 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 fort. Quand on est agent solitaire, discrétion et qu'on a ce fameux face cap, autant vous dire qu'on est très heureux. Et comme si ça ne suffisait pas, il va avoir vengeance obsessionnelle. Une fois qu'on lui aura tiré dessus, il va avoir ce qu'on appelle un mouvement surge, c'est-à-dire un mouvement qui en plus de ça de D6 plus 2, donc on est vraiment sur un codex, et ça fait plaisir parce qu'on est typiquement dans un style d'écriture qui montre qu'il a été écrit récemment, et pas comme le GK où en fait le reproche qu'on pourrait faire c'est que on a l'impression qu'il a été écrit avant la V10. Là non, c'est un surge de D6 plus 2 qui vous permet de rentrer à portée de mêlée de l'adversaire. Quand on a discrétion, agent solitaire, le mec doit se rapprocher à 12 pour nous tirer dessus, on est capable de faire D6 plus 2, je rentre en mêlée mon pote, et comme c'est à ton tour, je taperai d'abord. Et donc en plus de ça, si on regarde un petit peu son profil d'attaque, il se donne le luxe d'avoir deux profils, un en grosse patate où il va faire 5 attaques sur force 12 mais à moins 3 dégâts flat 3, ou alors un petit swipe pour aller sortir justement de la figurine mono PV avec 10 patates de force 6 mais à moins 2 dégâts 1. On a donc un putain de dueliste, et merci Game Workshop d'instaurer ça dans les Votann. On attendait un petit nain qui certes bouge de 5 mais qui est capable justement d'avoir du répondant. On sort justement d'un Méphiston qui avait lancé le style, ensuite d'un Lucius, et là dernièrement on l'a vu avec l'excellent codex des Black Templars avec le champion de l'empereur où Game Workshop instaure des duellistes. Mais putain, qu'est-ce qu'il est cool à 110 points. Ah oui, on attendait ça, on n'avait pas d'agents solitaires. En plus, les agents solitaires avec le nombre de véhicules, où il y a toujours une petite place en rab, bah là on va pouvoir le coller. Comme tu l'as dit, son surge fait qu'on compense son mouvement de 5 parce que ça reste un Votann, donc il bouge peu. Mais si on commence à projeter le fait qu'il va débarquer, bouger de 5, donc ça veut dire qu'il va être à 8, on lui tire dessus, on sait qu'en plus... Sur un 2+, il va potentiellement revenir. Il a une endurance de 6, ce qui n'est pas le cas des autres personnages. Donc on sent qu'il est endurant, il a vécu la guerre, c'est un vétéran. Il a une invue à 4. Donc tout ça cumulé fait que quand il va arriver, et il va sûrement arriver au corps à corps, il va mettre des grosses patates. Donc avec discrétion en plus, agent solitaire. Donc faut mettre en place une géométrie pour pouvoir aller le fumer. Non, vraiment très très sympa. Il va amener, ce qui manque aussi... Mis à part avec les berserk, ce qui manque aussi un peu au Votann, ça veut dire du contre-close de qualité. Parce qu'en plus, ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il a deux profils de frappe, dont un, sa grosse frappe avec précision. Et ça, on sait à quel point aujourd'hui, avoir précision sur un gros tataneur pour aller sniper le perso qui est au milieu du pack et qui amène tous les buffs, ça peut être ultra déterminant. Yes, et encore une fois, là on est seulement à la deuxième fiche d'unité. On n'oublie pas que quand on a 7 points ou plus, on a moins 1 pour être blessé si la force de l'attaque dépasse l'endurance. Comme tu l'as dit, agent solitaire endurance 6, le gars ne sera quasiment jamais blessé que sur du 4+. Avec discrétion, tu as moins 1 pour le toucher. Et en plus, tu sais que tu vas pouvoir mettre beaucoup de ressources et que sur un 2+, il peut revenir full PV. C'est chiant. Je peux vous dire que chez les tiers il le déteste. La preuve, il en porte un sur le dos, le gars. Donc, carrément. Après, modélisme parlant, voilà, je suis proche de ta conviction. Je trouve que la FIC pourrait avoir une autre âme. À vous de créer des conversions potentielles. Yes, on passe maintenant sur le cal générique. Lui n'est qu'à 70 points. Il est customisable parce que lui n'est pas un héros épique. Il va pouvoir rejoindre, tout comme Uthar le Destiné, les Terminators et les gars de base. Il va donner à l'unité qu'il rejoint la touche fatale, et assez intéressant, lui il va avoir opportunité saisie une fois par phase. Si vous avez une unité qui a cette règle et qui détruit une unité ennemie, vous gagnez de base
un pion de rancune. Exactement. Donc, on va le voir après avec les détachements et les stratagèmes et les optimisations. Il y aura d'autres techniques pour gagner des points de rendement. On voit déjà arriver donc les premières optimisations ou personnages qui vont vous permettre de gagner des points de rendement. Il avait déjà le cas là, à l'époque, la possibilité de donner des points de rancune, de jugement. Là, on voit la dynamique toujours dans un peu dans la même logique d'amener des points de rendement. Vous détruisez une unité, vous pouvez prendre un point de rendement. Il y en aura d'autres. On va voir que ce soit dans les détachements, dans les optimisations. Mais voilà, on commence à comprendre un peu comment on va pouvoir jouer avec. Lui, toujours très bon, une invulnérable à 4, la possibilité d'avoir 2 cimiers, donc 2 petites crêtes différentes, soit pour amener une 5+, à son unité, une 5+, invulnérable, soit pour avoir la frappe à profondeur. Donc toujours très utile, versus le champion Enir qui va pouvoir aller avec les Terminators pour amener soit une bulle de résilience, soit le fait de pouvoir frapper en profondeur. Le cas, je pense qu'on va en voir. Toujours pareil, quel va être son coût versus d'autres personnages. On enchaîne ensuite avec le Grimnir, donc figurine à 65 points, figurine au pluriel, puisque en gros vous allez avoir donc cette figurine de type infanterie Grimnir, et il va être accompagné de 2 corves. Première chose, et ça avait été faqué par Game Workshop, c'est que maintenant les 2 corves n'occupent plus de place dans les transports, et que si le Grimnir est détruit pour X ou Y raison, on retire bien évidemment les 2 corves. En tout cas, ici 65 points, il va avoir 2 aptitudes. La première, c'est fortifié, puisqu'il va pouvoir rejoindre uniquement les guerriers de base et leur donner un insensible à la douleur à 5, et aussi respect du Grimnir. En gros, une fois par partie, au début de n'importe quelle phase, vous allez pouvoir choisir une unité Votann qui soit ébranlée et qui soit à 12 pouces de lui, et hop, il va lever l'ébranlement. Exactement. Donc ça, c'est pas mal, parce qu'avant, de mémoire, c'était au début de la phase de call. Là, ça va être à n'importe quelle phase. On sait qu'il y a de plus en plus de phénomènes dans les armées adverses, que ce soit chaos ou tyrannie, qui peuvent vous créer des ébranlements à une phase spécifique. Donc ça permet justement d'éviter de se retrouver avec une action qui s'arrête, ou avec le fait de ne pas pouvoir utiliser le stratagème. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et vraiment, ce qui a été faqué sur la data slate le rend beaucoup plus utile, parce qu'avant, le fait qu'il prenait 3 places dans les transports faisait qu'on pouvait quasiment jamais le mettre avec une unité. Donc on l'utilisait souvent, pas en agent solitaire, mais pour combler un transport, un Sagittor, les petites caravanes, et il servait à aller faire des actions. Donc là, il va être clairement beaucoup plus utile, en tout cas par rapport à ses capacités d'unité, et aussi parce qu'il envoie des tirs et il tapoune. C'est pas déconnant, donc voilà, il va être potentiellement une attrition supplémentaire à amener avec les guerriers Atrodoc. Ensuite, nouvelle figurine, et pas cher en plus, puisqu'on on est à 45, pas euros, point. En tout cas, ici, on est sur une figurine de meneur qui va pouvoir rejoindre la nouvelle unité de ce codex, en tout cas une des 2 unités, puisque le kit va vous permettre de faire soit les chaudronniers avec des intégrateurs Volkit, soit les chaudronniers avec armes de mêlée. C'est tout simplement les espèces de gros robots qui étaient sortis un petit peu à la manière des Thousand Sons avec les figurines égyptiennes. Tu le fais vachement bien, alors. Tu fais vachement. Donc en tout cas à 45 points, il peut donc rejoindre ce pack. Il va avoir 2 aptitudes. La première, c'est que les packs qu'il va pouvoir rejoindre vont être capables de faire des tirs en état d'alerte pour 0 point de commandement, même si le stratagème a déjà été utilisé à cette phase. Donc très intéressant. Et comme on va voir en plus, ces chaudronniers, quand ils tirent en état d'alerte, ils rigolent 0. Et en plus de ça, il va avoir comme 2e aptitude génie computationnel. Et le fameux. Et il y a un mot dedans. Il y a ciel. Mais plus sérieusement, super game design de cette figurine. En gros, à la fin de votre phase de commandement, quand vous allez définir justement le nombre de points de rancune que vous avez, et surtout en fait si vous changez ou pas de protocole, pour chacune des figurines de lui qui serait sur un objectif, vous allez choisir soit +1, soit -1. Donc si vous en jouez 2, vous allez pouvoir passer par exemple de 5 à 7. Ce qui est énorme en fait. Ou dans l'autre sens. Ouais. Vous étiez à 7 et vous voulez repartir en acquisition hostile. Donc le fait de recréer une dynamique, parce que vous voyez que les 2 objectifs sur lesquels vous lorgnez sont tenus par l'adversaire, ou vous avez pris Tempting Target, donc une cible tentante, et vous voulez aller chercher l'objectif, vous pouvez repartir en acquisition hostile, ou pouvoir aller projeter des berserks ou autre. Donc vraiment, on commence à voir le fait que cette mécanique de point de rendement va pas être basique, du genre, je démarre à 0, premier tour j'ai 3, deuxième tour j'ai 7, et hop, c'est bon, je suis en consolidé la prise. Non, je vais pouvoir jouer avec en fonction du moment et de la stratégie que je vais appliquer sur le tour. Pour clôturer, on sent un peu que le stratège Mimnir, il va être un peu comme le Data Smith avec les robots Castellan. Donc c'est vraiment auto-include. Le fameux. Donc c'est auto-include. C'est aussi pour ça que... la même blague 6 ans après, Laurent. Mais ça veut dire que t'es constant. Ouais. Que j'évolue pas aussi. Il n'y a pas de maturité, quoi. Donc le coup à 45 points fait que, un peu comme le Data Smith, c'est-à-dire que... Data Smith. En soi, ce qui est bien, c'est qu'il apporte
de la saveur avec entre autres ce stratagème à 0 PC, mais il est quasiment auto-include avec les robots, donc il va rajouter, c'est une sorte de taxe aux robots. Parce que les robots seuls, comme on va voir, ça va être un peu moins optique, comme on va le voir dès qu'on va arriver dans leur datasheet. Yes, on passe maintenant à l'évaluateur Arcanist, figurine individuelle, pas agent solitaire, à 75 points. C'est la figurine qui est très inspirée de Sonic, de Robotnik. Il est, donc comme je viens de le dire, à 75 points. C'est Jim Carrey. C'est Jim Carrey. Non, figurine, j'adore. Ouais. Soutien de guise scientifique, première chose déjà, s'il a 3 pouces d'unité infanterie, il est agent solitaire, il a un putain de canon. Et sa règle, c'est transmutation de ressources. Une fois par tour, à votre phase de tir, vous allez pouvoir utiliser une des figurines qui aurait cette règle-là, utilisez donc un PDR, et vous allez gagner touche soutenue. Par contre, si vous détruisez une unité à cette phase avec ce petit gars, vous gagnez 2 PDR. Et quand on regarde, il tire quand même assez fort ce petit garçon, il va quand même monter jusqu'à potentiellement, en tout cas en choisissant le tir le plus fort, 3 tirs de force 8, perd moins 3, dégâts de 3, tir rapide 3. Et par contre, ce qui est rigolo, c'est que c'est très fort, mais que son à risque, c'est-à-dire que son petit dé anus, il va pas prendre 3 Burtail sur du 1, mais sur du 1, 2, 3. Exactement. Il a 3 profils, et c'est vrai qu'il a un profil milieu à risque, et il a la surcharge à risque. Donc là, on imagine très bien Jim Carrey qui est en train d'appuyer sur le bouton rouge. Mais le bouton rouge fait que sur un 3+, sur un 3 ou moins, il prendra des mortels. Voilà. Juste, j'adore. Déjà, ça veut dire qu'il va passer à 6 tirs à 12 pouces de force 8, moins 3, 3, et il touche à 2, ce petit garçon. Je rappelle qu'il est potentiellement touche soutenu, et quoi qu'il arrive, il a 4 PV, donc il se one-shottera pas avec une surchauffe. Exactement. Et on peut prendre surchauffe, Laurent. On peut flouer une personne avec un point de rendement. En plus, vous allez potentiellement en gagner 2, donc voilà. On pourra aller finir une petite unité ou pour aller finir un véhicule parce qu'il picote 0. Et sinon, aujourd'hui, en tout cas, à 75 points, t'en penses quoi? Je pense qu'il va être présent, peut-être pas 2, mais il va être présent parce que c'est du tir assez fiable. Il va occuper la place restante dans la forteresse, dans la caravane ou dans un Sagittor, de telle manière en fait à vraiment descendre, aller cibler une target qui va nous rapporter, qui va être embêtante, ou pour aller finir ou entamer un pack. Ouais, moi je le vois bien dans cette logique-là. Et agent solitaire, dès qu'il va être à 3 pas, ça va vraiment être la logique de l'utiliser en petit retrait. Par contre, hop, j'avance et pige. Ce sur quoi je tire, je le tue. Ouais. Et aussi, c'est un héros qui n'est pas héros épique, qui n'est donc pas nommé. Et donc, on en reparlera quand on parlera des améliorations. On continue dans les personnages avec le maître de fer Brokir. Il est à 75 points, figurine qu'on connaissait déjà. Il arrive donc avec lui tout seul, un assistant et 3 e-cog. On rappelle que, à part lui et son assistant, pareil, les cogs ne prennent plus de place dans les véhicules. C'est harmonisé pour tout. Il faut noter que c'est donc l'équivalent d'un petit tech marine. Il va pouvoir soit être meneur et donc rejoindre soit les guerriers de base, soit les toncogs qui sont les unités qu'on va jouer par 3 ou par 6 qui sont en gros les porteurs d'armes lourdes de cette armée qu'on connaissait déjà. Et s'il décide de ne pas mener, mais qu'il est à 3 pouces d'un véhicule ou d'un chaudronnier, alors il va être quand même agent solitaire. Ce qui est très bien puisqu'en fait tout simplement lui il est surtout là pour réparer les véhicules. Puisque s'il termine une phase de mouvement à 3 pouces d'un véhicule, alors il va être capable de le soigner de D3 ou de 3 s'il a encore son assistant avec lui. Et aussi, petit bonus, il va avoir viseur multispectre puisque lui va pouvoir relancer tous les jets de blessure de 1 par lui ou son unité. Exactement. Donc on le voit vraiment avec 2 utilisations. Ce qui est bien, c'est qu'on voit une 3e unité qui arrive avec le potentiel agent solitaire ou en tout cas équivalent. C'est vrai qu'on avait envie de l'utiliser de cette manière-là pour accompagner soit les forteresses, pour accompagner soit les packs de chaudronniers, et le fait qu'ils puissent soigner donc les chaudronniers, les exochâssis, donc les châssis, c'est les porte-bébés, c'est les Tongok Brokir, ou les véhicules, ça va apporter de la résilience supplémentaire. Après, on le voit très très bien dans une unité, en particulier de Brokir, puisqu'il va faire la relance des 1 à la blessure. Et maintenant, comme on va pouvoir le voir un tout petit peu plus tard, avec la forteresse, on va pouvoir embarquer 6 Brokir, ce qui n'était pas le cas avant, plus lui, parce qu'avant il n'y avait que 12 places, mais comme les cogs comptaient, c'était impossible. Maintenant, ça va faire pile 12, donc ça va être un très très beau combo d'avoir les 6 Brokir avec lui pour relancer les blessures. On passe maintenant du côté des Toncogs Brokir. C'est rigolo, cette unité elle a fait le yo-yo. Elle n'était pas du tout jouée au début de la sortie des Votan, même en 10e édition, et là par contre, depuis quasiment presque le début de la 10e édition, tout le monde en met dans sa liste parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait ça avait pas mal de bons mots-clés. Là, on va pouvoir les jouer de 3 à 6, on est globalement à 80 points les 3, 160 points les 6. On va avoir comme règle de base tir briseur, qui est tout simplement qu'à partir du moment où on a tiré sur une unité ennemie, alors tout le reste de l'armée, après que celle-ci soit activée, va ignorer le couvert, et ensuite on va pouvoir les équiper
de 3 façons différentes, soit avec un canon bolter qui va être en touche soutenue 2 et faire globalement 3 tirs de force 6 PA-1 dégâts 2, soit avec un canon éclateur à graviton anti-monstre et anti-véhicule 3+, de force 5 PA-2 dégâts 3 pour 3 tirs, ou alors le faisceau à conversion qui va faire ce qu'on appelle du beam, c'est-à-dire de la conversion en français, pour faire 2 tirs de force 7 PA-2 dégâts flat 3. Par contre, la conversion va te permettre de faire de la touche critique, c'est-à-dire de la touche fatale à 12 pouces sur du 4+. Oui. Donc vraiment 2 profils très intéressants, soit l'anti-monstre et véhicule 3+, soit justement la conversion. On va juste noter qu'ils vont toucher à 4+. Même si bien évidemment on se rappelle que très facilement, soit on tire sur un objectif, soit on est nous-mêmes sur un objectif, on aura donc +1 pour toucher. Est-ce que tu les jouerais? Comment tu les jouerais? Oui, est-ce que tu jouerais seul ou accompagné, mon petit Laurent? Accompagné, c'est quasi obligatoire parce que comme on l'a vu, les 2 canons qui plaisent, c'est soit l'éclateur à graviton, soit le conversion, avec une grosse préférence pour le graviton. Leur target, c'est les monstres et les véhicules. D'ailleurs, on le voit hein, sur les listes WTC qui sont jouées, ils sont là pour chasser de l'IK ou du RK. Donc, bien évidemment, accompagné. Pourquoi? Parce que comme on l'a vu juste avant, le maître de fer va leur apporter la reroll des 1 à la blesse. Donc 3+, reroll des 1. Ok, il touche à 4+, mais derrière, on a plein de stratagèmes ou de règles qui vont toucher à +1. Donc en fait, ça va être de la 3+, potentiellement reroll des 1, avec une blessure à 3+, reroll des 1, pour faire du -2, 3 dégâts flat. Oui, ça commence à picoter sec. On passe maintenant à la seule ligne de cette armée. J'ai mis des guillemets parce que dépendamment des détachements, vous allez voir que vous allez pouvoir changer la colonne vertébrale de votre armée avec les guerriers Atrecog. Ils sont jouables uniquement par 10 à 100 points. On est donc à 10 points le modèle avec en série un insensible à la douleur à 6. En série, la chance offre, le besoin garde, le labeur gagne. Tout simplement sticky objectif, c'est-à-dire que si à la fin de votre phase de commandement vous contrôlez un objectif, vous allez pouvoir vous en éloigner et garder le contrôle, excessivement bon. Et aussi, de base, le scadage panspectral qui va vous permettre de relancer tous les jets de touche de 1. Et ils vont pouvoir être équipés aussi avec des équipements spécialisés, notamment le cimier à ondes de champ qui va leur permettre d'avoir une sauvegarde invulnérable à 5. Donc on est sur des bodies avec endurance 5, 4+, potentiellement dans le couvert, une invulnérable à 5 et un insensible à 6, avec un insensible qu'on peut monter avec l'ajout d'un Grimnir à 5+. Donc on commence à voir que, voilà, il va falloir quelques ressources. C'est la seule source d'OC d'objectif contrôle de 2 hors les véhicules. Donc ça va être potentiellement là où va pêcher le Votan. C'est sur l'objectif contrôle et donc sur le primaire. Là on voit, avec en plus le sticky objectif, que ça va être une unité qui va être très utilisée. On garde la possibilité de les splitter en 2, donc de scinder les squads en 2 x 5 pour les mettre dans des Sagittors. Je pense qu'on verra, comme on l'a déjà vu, beaucoup cette utilisation-là, justement pour aller chercher de l'OC et aller faire potentiellement des actions avec des unités à bas coût, mais néanmoins résilientes. Yes, en tout cas, super game design, c'est-à-dire qu'en fait, leur aptitude d'équipement leur permettrait de passer avec une invulnérable à 5, on rappelle qu'ils ont une endurance de 5, donc potentiellement le transhumane à partir du moment où il est activé au niveau de la règle d'armée, donc quand on a sauvegarde à 4, invulnérable à 5, insensible à douleur à 5 quand on a mis le bon perso dedans, -1 pour être blessé, oh, à 100 points, franchement c'est correct, hein. Et sticky objectif en plus, donc en fait t'as vraiment envie d'en avoir toujours 10 dans ta liste. On voit l'unité à 145 dont tu parlais, c'est-à-dire l'unité à 145, donc c'est l'unité à 100 plus le Grimnir, qui va pouvoir, parce qu'ils ont quand même un commandement de 7, donc ils vont pouvoir potentiellement être ébranlés, mais c'est une unité qui va être résiliente, avec potentiellement donc un insensible à 5, comme tu dis, consolider la prise, ça veut dire qu'ils seront dans une mini transhumaine, tout ça cumulé fait que c'est la petite unité, il va en rester 1 ou 2 à la fin, avec le Grimnir, non ébranlable, et qui vont pouvoir aller faire soit des actions, soit aller t'emmerder dans Behind Enemy Line, aller chercher les quarts de table, ce genre de choses, et aller te ramener les points qui vont déterminer la win de la lose. Yes, je me permets de te poser la question maintenant, même s'il va être applicable à beaucoup d'unités, on a perdu toutes les petites options qui, je me rappelle, en V9 coûtaient que 5 points pour ignorer le couvert. Là, toi, est-ce que tu la jouerais nature peinture, ou est-ce que non, tu irais quand même chercher les 2 armes spé par tranche de 10, potentiellement dans l'optique de les jouer par 5 dans des transports et de se dire, ce qui reste chez moi est sticky, ce qui avance est justement un peu plus burné, même si quand on fait les stats, c'est quand même une variance de dingue, c'est-à-dire qu'on peut rien faire comme on peut pulvériser un truc. En fait, c'est toujours un peu le parti pris, c'est-à-dire que t'as envie de mettre les armes spé parce qu'elles coûtent rien. Alors c'est pas anodin, mais en particulier dans les games compétitives, quand tu commences à faire tirer toutes les armes spé de toutes les petites unités qui, à la fin, vont être peu efficientes, ça fait beaucoup de temps utilisé sur des phases de tir ou des phases de corps à corps. Et donc sur ta cloque versus le temps que tu vas pouvoir utiliser pour la stratégie pour faire tirer les grosses unités. Bien évidemment, tu vas les scinder, tu vas utiliser le Tain, donc le sergent et toutes les armes spé dans ce que tu vas envoyer pour aller faire un peu de tir, un peu de prise potentiellement avec le Grimnir, et les 5 nature peinture que tu vas utiliser dans ton camp juste pour faire le sticky objectif.
tu vas les prendre, est-ce que tu les feras tirer? Là est la question. On continue sur 2 nouvelles entrées, et mon dieu, ce qu'elles font plaisir celles-là. Je sais pas si elles sont jouées, tu vas pouvoir nous en parler un petit peu. Ce sont les chaudronniers Cogna de fer. Ils existent en 2 versions, la version tir, la version corps à corps. La version de tir va être à 90 points les 3, 180 points les 6. Maintenant regardez, endurance de 6, sauvegarde à 2, 3 points de vie. Commandement de 7, c'est normal, ce sont des robots avec une IA dedans, et contrôle d'objectif 1, on va pouvoir les équiper soit avec des bolters, soit avec des désintégrateurs. Globalement, ce qui est excellent, c'est la riposte examinatoire comme règle, puisque eux, ils vont pouvoir faire un tir en état d'alerte pour 0 PC, et même si le stratagème a déjà été utilisé, et en plus, ils touchent sur du 5, et si le protocole de consolidation de prise est activé, ils toucheront alors à 4, et en aptitude d'équipement, ils vont être capables d'avoir un cimier marque-proie, qui fait qu'ils vont avoir de la précision sur les blessures critiques. Donc on commence à voir un peu se dessiner les choses. Bien évidemment, ils vont être auto-inclus avec un stratagème Menhir qui va leur amener l'utilisation du stratagème état d'alerte à 0 PC. Ça reste des bodies très très forts. Quand on voit la consolider la prise en plus avec l'endurance, ils vont commencer à être très durs à tomber parce que endurance 6 avec la mini transhumaine. Ils ont armé, quand ils sont en arme de tir, avec le désintégrateur vol qui est lourd. Donc c'est 6 tirs, PA-1, 1 dégât, mais surtout blessure dévastatrice. Il y aura des possibilités de faire des rerolls de blessures. Pour eux, il y a un détachement qui va être clairement destiné à ces unités-là. Pour moi, c'est très fort. En plus, dans la forteresse, ils vont pouvoir rentrer avec le stratège Menhir. Donc vraiment, on va pouvoir avoir une super unité qui débarque et qui sature tout. Voir derrière si le coup, c'est un peu la seule zone de risque que j'ai, c'est que 180 points avec automatiquement le stratège avec, ça va commencer à être très cher. Est-ce qu'ils vont pas subir le même phénomène qu'ont subi les robots Castellan? Ça veut dire que par rapport à l'efficience, à l'efficacité et le coût, est-ce qu'il n'y a pas d'autres unités vers lesquelles on va vouloir aller? On aura la possibilité potentiellement de les mettre en frappe en profondeur, on aura des optimisations qui vont pouvoir les aider, parce que sinon on a envie de les mettre dans un chausson. Voilà, c'est un peu le risque qu'on a. C'est rigolo ce que tu dis, pour moi je les vois vraiment en fait tellement cadre de jeu dépendant, dans le sens où tu vois ça en amical ou sur des tables pas très chargées, ça devient complètement con, parce qu'en fait en gros pour 180 points t'as 36 tirs, et en fait c'est simple, tu vas potentiellement, comme tu le disais, arriver devant ton adversaire, dire c'est à toi de jouer, si tu bouges c'est directement 18 touches dans ta gueule. C'est un peu con, en fait, tu vois ce que je veux dire, c'est malheureusement ces stats où quand tu commences à un petit peu empiler tout, je pense qu'en compétitif ça sera ok, parce que tout le monde sait sortir ça, surtout pour des pavés qui vont être aux alentours de 240 points avec les personnages, mais en amical, on sait pas forcément aller les chercher, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Après la version arme de mêlée, j'avoue pour l'instant, voilà, je suis moins funky dans le sens où ils apportent pas un truc qui me semble déterminant et surtout game changer versus les Berserk qu'on adore, les Lopez. J'allais dire la même chose, je voilà, suis complètement d'accord avec toi. Qui amène vraiment une saveur qu'on connaît. Voilà. Après, je suis curieux de les voir à l'utilisation. Ils ont une règle qui est rigolote, c'est le fait que donc si on veut battre en retraite alors qu'on est au corps à corps avec eux parce qu'ils sont quand même assez résilients, on va faire une fuite désespérée. À -1. À -1, donc ça, voilà, ça c'est, on les imagine bien attraper le garçon qui essaye de fuir. Autant la version de tir, je la vois et je l'imagine très bien, en particulier farci avec un stratège Menhir. La version corps à corps, j'ai du mal à la projeter pour l'instant. Yes, en gros, t'as parlé des berserkers, tout de suite on vous le dit, les berserkers ils ont perdu 1 point de vie mais ils ont gagné un insensible à la douleur, donc en fait leur tanking est un petit peu différent, mais dans un détachement ils deviennent méga golden, on en reparlera juste après, il y a une vraie saveur. Là où les chaudronniers, c'est certes 3 patates par bonhomme de force 10, moins de 2 touches fatales, mais qui touchent à 4, comme tu l'as dit en fait. Je comprends même pas qu'ils soient au même coup en point que les tireurs, ou que les deux soient moins chers, j'en sais rien, mais tu vois, je suis complètement d'accord avec toi sur le positionnement des deux. Voilà, on l'a vu, d'ailleurs, excusez-moi l'analogie un peu redondante des robots Castellan, mais on l'a vu, c'est-à-dire que les robots Castellan de corps à corps, je crois qu'on les a vus dans une seule itération à un moment bien spécifique où il y avait la possibilité d'arriver par le flanc, de faire une charge, mais on les a plus jamais revus en fait, parce que ça, ils amènent pas à la saturation. Là on a un peu de résilience comme les robots Castellan, mais on a la résilience, c'est-à-dire que j'arrive au corps à corps, mais quand on veut arriver au corps à corps, en particulier dans la méta dans laquelle on est actuellement, il y a des unités qui, quand elles arrivent au corps à corps, elles astropoutrent. On n'a pas envie d'avoir un plot qui bouge de 5, qu'un Yves qui est même pas sûr de tuer ce sur quoi il va charger. Voilà. C'est un peu la zone de risque que j'ai. Yes, on va maintenant passer au champion Enrir, figurine qui a fait énormément parler de lui quand on l'a vu dans la boîte limitée, là tu sais, avec l'énorme marteau. Enfin franchement il était quand même très 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 cool. Là il est à 70 points, il ne peut rejoindre que les Atregarde Enrir, c'est-à-dire les Terminators. Maintenant faut qu'on arrête de les appeler les Terminators, parce qu'en fait de base ils n'ont pas la frappe en profondeur, ils ne sont pas téléportés du téléportarium comme un Terminator. Sauf que justement lui peut leur donner la règle, parce que lui va avoir 2 équipements possibles, soit une invulnérable à 4 que pour lui, ou alors la
la frappe en profondeur dans le pack qu'il rejoint. Donc on va en parler plus quand on parlera des Terminators, mais globalement c'est une super règle. Ensuite, lui il va avoir deux aptitudes. La première, c'est de donner plus un jet d'advance et de charge pour l'unité. Donc si on a la FEP, soit on arrive en arrivée précipitée, on se dit qu'on est à 9, on bouge de 5, on sera pas sur une charge à 4, on sera sur une charge à 3, pourquoi pas. Ou alors on tente les charges à 8 reroll. Reroll naturellement quand on est dans acquisition hostile en plus. Puisque on a reroll des charges et reroll des Exactement, advances. Donc pas mal. Et après, il a toujours l'accélérateur de masse, puisque quand il tape, il met un énorme coup de marteau au sol et il fait des blessures mortelles jusqu'à D3 plus 3. Et ça, oui, ça, tous ceux qui l'ont subi, le petit lancer de dés quand j'arrive à la portée d'engagement, juste après avoir fini ma charge, le petit coup d'épaule, puf. Il y a une insulte à la daronne. C'est sûr, normalement, c'est voilà, le petit 6 qui tombe, il pique toujours un peu. Il n'a pas vraiment changé, il reste très fort, en particulier avec les Henhir. À voir maintenant quelle utilisation, soit en petit pack, avec de la saturation, on va voir les Terminators, les Henhir juste après, qui FEP et qui sature, ou embarqué. Voilà. En tout cas, le petit coup d'épaule fait toujours plaisir, et il fait partie des rares hors-tir utilisation au corps à corps qui font vraiment très mal, en particulier sur les véhicules, parce que le marteau avait fait de masse 3 attaques, force 12, PA-3, D6 plus 1, bah ça pique quand ça tape. Yes, il touche certes à 3, encore une fois on se rappelle dans les mécanismes d'armée que soit on est nous-mêmes sur un objectif, on a plus 1 pour toucher, si on est dans le bon protocole, soit la cible est sur un objectif, donc on touchera à 2. On passe maintenant aux Atregarde Henhir, ceux qu'on va vulgairement appeler les Terminators. On peut les jouer à 5 ou 10, on est quand même à 135 points, les 5 270 points, les 10 ils sont passés à 2 PV. Ça bouge de 5, endurance de 5, ça a une sauvegarde à 2. On va pouvoir leur donner une des deux améliorations suivantes, soit une invulnérable à 5 pour le pack, soit la frappe en profondeur pour le pack. Vous aurez donc compris, si jamais vous allez chercher le champion, vous mettrez la frappe en profondeur sur lui, comme ça vous cherchez l'invulnérable à 5 sur les Terminators et vous avez quand même la FEP, soit vous chercherez la FEP de série. De base, ils vont avoir le protocole destruction décisive qui fait qu'ils peuvent relancer les jets de touche de 1 si on tire sur la cible la plus proche. Faut donc imaginer que pour l'instant il touche à 3, si on est dans le bon protocole et ou sur un objectif, ou que la cible est sur un objectif, on touche à 2, relance des 1. C'est une unité qui naturellement va être très forte et qu'on va être soit en sortie de véhicule, soit en frappe en profondeur, pas pour aller charger mais pour saturer, et on voit qu'avec cette règle-là, ils peuvent devenir quasiment indépendants de la règle d'armée en fait. Ouais. Le fait d'avoir une reroll des 1, ça va les améliorer avec une 3+ reroll des 1, et d'être un peu l'unité électron et de pas être obligé d'être dans l'objectif, soit d'aller chercher quelque chose sur un objectif. Voilà, ça va être un peu les chasseurs. La question va toujours être la même derrière. Qu'est-ce qu'on va aller chercher comme équipement? Ils ont le fusil à plasma qui va faire un seul tir, mais PA-3, dégâts 2, ou le désintégrateur Volkit qui lui va aller chercher blessure dévastatrice avec 3 attaques, force 5, mais pas de PA, un seul dégât. Il va falloir aller chercher les phénomènes de reroll des blessures, de relance des blessures, pour aller chercher écrite et le maximum de blessures dévastatrices. On voit donc que dans leur profil, ils perdent la règle de transhumaine, donc le fait que quand on leur tire dessus au moment où ils étaient menés, ils avaient donc ce palier que si on leur tirait dessus avec une force supérieure à leur endurance, il y avait -1 pour être blessé. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé dans la règle d'armée de consolider la prise. Et ils ont une vraie 5+, alors qu'avant ils avaient une 6+ ou une 7+. Donc ils ont une sauvegarde et la sensible à la douleur. Voilà. Et le fait qu'il tape en mourant sur 4+. En plus. On passe maintenant à une des unités qui a fait couiner beaucoup de monde, les gars, c'est les Lopez. Ouais, les Lopez. C'est les Lopez, alors, c'est les berserkers clitoniens. On peut les jouer par 5 ou par 10, 100 points les 5, 200 points les 10. Leur profil a changé puisqu'ils sont passés à un seul point de vie, mais ils ont hérité d'un insensible à la douleur à 4, et ils ont aussi hérité d'une petite sauvegarde de t-shirt, enfin en tout cas de slip, à 5. Au niveau de leurs aptitudes, ils ont le fait de taper en mourant sur du 4+, et aussi le fait d'empêcher l'adversaire de faire des tirs en état d'alerte grâce à leur lance-patate. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces petits mecs? Je précise qu'on en parlera beaucoup plus tout à l'heure, qu'il existe un détachement qui les fait passer ligne, et qui leur permet en fait d'avoir, et je vous le dis tout de suite, le même mécanisme que le buveur de sang dans le détachement de Khorne, qui est qu'à la phase de combat, s'il détruit une unité, hop, il retourne en renfort. C'est broken as fuck, hein. Et ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser les unités pour faire justement du trade, ce qu'on appelle en early game, puisqu'en gros dans le détachement on aura l'advance et charge. Bref, ça va devenir vraiment une unité passionnante à jouer, peut-être un peu frustrante à affronter, ce qui était déjà le cas, donc ça va pas nous perturber. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux, excuse-moi? Alors, en fait, c'est une unité qu'on adore, c'est une unité iconique des Votann, c'était vraiment leur seule clause efficace. Tu les aimes sauf quand ils sont dans ton jardin. Oui. Avec la caravane. C'était vraiment l'unité qui faisait mal au corps à corps, parce qu'on n'a pas parlé juste avant avec les Terminators, avec les Henhir, mais les Henhir, au corps à corps, ça fait un peu combat de moufle, quoi. Là, eux, ils arrivent, ils tapent et ils font très très mal. Il y a une partie où on est un peu déçu toujours parce que
il y a chausson obligatoire. C'est-à-dire qu'il faut les mettre dans quelque chose parce que sinon ils n'arrivent jamais au corps à corps. En fait, ils se font savater. Ça meurt au bolter. Même si endurance 6, potentiellement moins un blesse avec le détachement, enfin avec la règle d'armée, ça cause. Mais oui. Voilà. On sait qu'ils vont continuer à être embarqués. Le fait d'avoir la possibilité maintenant de faire un advanced charge comme on va le voir spécifiquement dans leur détachement, avec des points de rendement, enfin, on va vous expliquer toutes ces mécaniques, fait que va leur redonner une vraie saveur. Soit unité pas chère pour faire des actions, soit comme contre-close, ou là pour le coup, vraiment en attrition projetée, en push de corps à corps. Et en plus, il va y avoir dans le même détachement la possibilité d'en ramener. Donc voilà, c'était un peu le seuil, on avait un seuil cap qui était... joue par 5, mais dès qu'il y en a un ou deux qui meurent, ils vont servir à plus rien. Je vais jouer un pack de 10, mais mais je fais comment? Je suis obligé de leur payer la forteresse, que sinon... Il y avait toujours cet équilibrage, on était très embêtés avec les berserk, alors que c'est une unité qu'on adore. Je pense que tous les joueurs Vonton en ont 20 à 30 dans l'armoire, mais à quel moment, et surtout comment je les joue avec ou sans véhicule, en mode je fonce, je charge, en mode contre-close. Voilà, ils amènent cette saveur-là, d'avoir des vraies patates de forain, et là ils vont avoir la possibilité de les donner, modulo le détachement ou pas, mais de les amener avec beaucoup de générosité. Yes, quelqu'un qui commencerait l'armée et qui serait en train de monter son pack, tu lui proposerais de les équiper comment? Est-ce que tu vas chercher le maximum par tranche de 5 d'avoir une arme, donc par 10, 2 armes spé, notamment le lance-patate pour pouvoir ignorer les tirs en état d'alerte? Comment est-ce que tu conseilles? Le lance-patate, il est quasi auto-include, pourquoi? Parce que déjà, il ne vous empêche pas les armes de corps à corps, puisqu'il y a un petit cognat derrière, un petit coq derrière qui porte la hache. Et surtout, c'est le petit tir gratuit qui permet d'éviter le tir en état d'alerte. Et c'est pareil, c'est une unité en t-shirt, quoi. Donc, perdre 2 mecs en tir en état d'alerte, quand on essaye de charger, ça fait toujours chier, quoi. En fait, voilà. Comment les équiper après? Ce qui est bien, c'est qu'on a changé un peu leur profil d'armes. Avant, on était quasiment systématiquement sur la hache à plasma lourde parce qu'elle avait 2 profils, donc un profil swap. Là, ils ont enlevé ça. Par contre, on récupère une masse à percussion qui est anti-monstre ou anti-véhicule 3+. Donc, je pense que ça va vraiment se négocier potentiellement. Moi, parce que je suis un hobbyiste, ils sont à la maison en hache à plasma. Donc je resterai en hache à plasma. Voilà, mais il va falloir potentiellement leur amener une reroll, une relance des blesses pour aller chercher le véhicule ou les monstres qui était toujours un peu le truc sur lequel ils peinaient. Yes, juste pour clôturer aussi donc sur lance-grenade taupe qui permet donc d'ignorer les tirs en état d'alerte, c'est que c'est un tir sans ligne de vue. Donc c'est très 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 bien, hein. La personne qui va être derrière un décor en L, vous allez lui tirer dessus sans ligne de vue, il suffit d'une touche, paf, vous passez derrière, il vous voit mais il peut pas tirer en état d'alerte. C'est excessivement bon. On continue avec une nouvelle unité qui est pareil, a fait bien plaisir, c'est les tremblements chtoniens. Alors perso quand je les ai vus en reveal, ça avait fait pareil jaser parce qu'en fait ça se voyait qu'ils allaient faire du tir sans ligne de vue. On n'aime pas trop ça. Là, vous allez voir, Laurent va pouvoir nous dire ce qu'il en pense. En tout cas, on est sur une figurine unique. Enfin, en tout cas, on est sur une figurine avec 2 gars dessus, mais qui coûte quand même 110 points pour un seul socle. On ne peut pas le jouer par plusieurs. On pourra jouer maximum 3, mais ça sera à chaque fois des figurines individuelles qui ont un mouvement de 4. C'est normal, hein, ce sont des artilleurs. Endurance de 6, sauvegarde à 4, 6 points de vie quand même, et un OC de 2. Pourquoi pas? On va pouvoir l'équiper de 2 manières, soit avec l'artillerie de brèche pour faire, quoi qu'il arrive, D6 plus un tir indirect, déflagration lourd. Donc ça touche à 5, ça touchera donc à 4 si on ne s'est pas déplacé, et de toute façon on ne peut pas toucher mieux que 4, même si on tire sur un objectif avec la règle d'armée, pour faire de la force 10, PA-1 dégâts 2, ou alors l'obus séisme, qui va faire D6 plus 4 tirs, même chose qui touche à 5, mais lourd, de force 6, PA-1 dégâts 1. Ensuite, on va avoir 2 aptitudes. Soit on tire avec l'obus séisme, c'est-à-dire celui qui fait de la saturation, auquel cas l'adversaire va devoir faire un test d'ébranlement après s'être fait tirer dessus avec un malus de -1, ou alors on va avoir les trackers géomantiques. Si on tire donc avec l'artillerie de brèche, on pourra relancer les jets de blessure. Ça, 2 fois par bataille. J'avoue que je sais pas trop bien comment on va le positionner. Est-ce qu'on va utiliser en backline si, comme ça, regarde, entre 2 mousses dans une mallette. C'est vrai. Et après, ça doit être fragile. Non, mais à 110 points, je sais pas trop, parce qu'en gardien de but, on a les escouades scindées de petits gars. Une partie qu'on peut mettre dans un Sagittor, les 5 autres qui restent, qu'on peut laisser vaniller sur un objectif qui sont en plus sont sticky. Pour moi, au niveau de tir, les 2 options avec la conséquence soit de test d'ébranlement, soit 2 fois par bataille de relancer les jets de blessure, ont l'air sympa, mais j'ai pas l'impression que c'est si efficace versus tout ce qu'on connaît des Votann au niveau tir. Alors on va faire l'analogie tout de suite, excuse-moi, avec l'Astra Militarum, quand ils étaient arrivés avec leurs nouvelles artilleries, tout le monde était mais c'est magnifique, t'as vu la taille du socle, je vais le customiser, je vais mettre des barricades. Et en fait, on préfère jouer les mortiers à 40 points. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu là, ouais. On est exactement dans ce positionnement, on est juste trop cher par rapport au game design. C'est un peu ce qui me fait peur. Ils sont résilients, même en contre-close. On est quand même sur 2 Lopez avec des pioches qui vont faire 4 attaques. Bon, je suis un peu sceptique sur son utilisation par rapport à 110 points.
versus toutes les unités qu'on peut faire rentrer à 110 points qui sont pour moi plus d'efficacité aujourd'hui. En tout cas, ce qui est génial, c'est qu'ils amènent encore une fois, et ça, faut leur laisser ce crédit-là, ils amènent de l'agent solitaire, ils amènent du tir indirect, des unités d'artillerie. Enfin, voilà, il y a un vrai renouveau dans la gamme avec des gens, donc avec chaque joueur qui va pouvoir trouver son contentement. Yes. On tourne la page, les gars, et là on découvre un nouveau gameplay. C'est juste beaucoup trop cool. C'est les Aegir Erncogs. Ils n'étaient pas présents dans le premier codex, ils ont été rajoutés comme unité kill team. Donc ils existaient déjà. Faut juste, je prends un petit peu de hauteur par rapport à la lecture du codex, c'est donc pour l'instant, la seule unité qui va pouvoir s'infiltrer. Le gameplay Votann, historiquement, vous aviez des packs de motos qui faisaient des mouvements prépartis d'éclaireurs neufs, et donc le contre du Votann, c'était l'infiltration. Et quand Game Workshop est arrivé avec cette unité, on s'est dit putain cool, on va être moins un petit peu à sens unique à base de, si mon adversaire a de l'infiltration, au moins j'ai le jet d'initiative, en tout cas le jet du déploiement pour me dire ok, j'ai moi-même de l'infiltration, donc ça me protège à l'infiltration, et comme je le rappelle qu'au moment où on va faire ces mouvements éclaireurs, on ne peut pas être à moins de 9 d'une unité ennemie, et en fait en gros on se faisait un petit couloir où on mettait nos infiltrateurs, l'infiltrateur ennemi ne pouvait pas être à 9 de eux, donc au moins les motos pouvaient rattraper les infiltrateurs et on gagnait un petit peu de mouvement. Globalement, c'était ça le gameplay. Là vous allez voir que on va avoir un nouveau mot-clé qui est le Yaegir, qui va permettre de développer un gameplay quasi full infiltré ou full mouvement préparti, avec notamment les nouveaux transports qui vont permettre de mettre ces petits gars-là. Et donc, c'est magnifique le game design que Game Workshop a fait, d'avoir cette espèce de deux familles au niveau des nains, avec les Yaegir, qui vont donc les mecs un petit peu en plus badass, avec leur mouvement en cuir, non, leur moto en cuir, enfin franchement, ils sont super stylés. Ça c'est le cuir, toi. Bien sûr, Laurent, bien sûr. Je t'en fais la mousse si tu veux. T'as même pas relevé que je t'ai fait la mousse pour la première fois. Si, j'ai eu peur. Mon éventail d'acting s'élargit d'année en année. Mais je vois que les cours Florent payent. je sais pas si eux ils payent. Moi je paye. Hein. En tout cas, plus sérieusement, on va être à 90 points les 10 figurines. Donc source d'infiltration, donc de protection à l'infiltration, source aussi d'action tour 1 à 6 pouces du centre, aller commencer à mettre des doigts de pied sur les objectifs, très bonne unité en fait de trade, ce qu'on appelle en early game, c'est-à-dire en début de partie, 90 points, enfin bref, c'est magnifique. Et en plus de ça, ils gardent leur règle de mouvement réactif, qui fait que si on arrive à 9 pouces 2, ils vont bouger de D6, avec chasseur pragmatique qui m'a fait rager plus d'une fois contre toi. En toute bienveillance, bien sûr. On s'est vu pendant 6 mois. Mais ça me fait plaisir de venir. Plus un soir, qu'est-ce que tu peux dire de ces mecs? Est-ce que tu penses qu'ils sont auto-inclus? Comment t'as envie de les équiper? Parle-nous, Laurent. Ils sont auto-inclus exactement comme tu l'as dit. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés dans l'unité Kill Team, ils sont apparus partout. Pourquoi? Parce qu'ils rattrapaient le fait que une unité de Nurgling pouvait bloquer tout le gameplay des Votann qui bougent de 5, et même les motos qui étaient vraiment l'unité de projection pour aller essayer de prendre un peu la map et de créer une menace, se faisait bloquer par 3 petits socs de Nurgling. Là, les Yaegir ont amené ça, l'unité Yaegir Erncogs, donc ce mot-clé, en plus on va avoir un nouveau transport qui leur est dédié, qui va pouvoir amener aussi de l'éclaireur, des postes de tir. C'est une unité pas chère. Avec ce transport, on va pouvoir la scinder. Donc ça veut dire que les 90 points, vous allez avoir 5 gars que vous allez pouvoir infiltrer, parce que 10 gars infiltrés, c'était un peu chiant. Ça faisait un beau cordon, mais on savait qu'ils allaient mourir, c'était le premier sang. Là, vous allez avoir 5 gars qui vont pouvoir créer une bulle d'interdiction, et derrière 5 autres avec des armes, leur arme spéciale. Bien espacé de 2 pouces, on rappelle. Voilà. 5 gars, ça fait, globalement, avec les 9 pouces, ça fait une ligne à peu près comme ça. Donc ce qui va vraiment pouvoir créer un couloir. 18 cm pour toi, Laurent. Qui va vraiment pouvoir créer un couloir. Je comprends pourquoi tu frottes les pare-chocs. Il dit ça parce qu'en rentrant de Léo... en rentrant de Léoben des championnats du monde, j'ai frotté. Ce qui est bien après 1400 bornes, bravo. Donc voilà, on va voir qu'il va y avoir plein de stratégies qui vont s'allier à eux, avec le transport en plus qui va pouvoir lui faire des mouvements d'éclaireur, avec des petits tirs, des postes de tir à l'intérieur. C'est une unité pas chère qui est nécessaire, soit pour bloquer, soit pour pouvoir permettre de la projection, soit pour aller faire des actions. Donc elle va être auto-include, c'est clair, net et précis. Ok. Ensuite, on va redécouvrir les motos Votann. Pareil, elles ont été spammées à raison de 3, 6, 18, autant que tu veux. Donc là, on est à 80 points les 3, 160 points les 6. Éclaireur 9. Et comme règle, à la fin du tour adverse, d'avoir contournement des magmas motards. Si votre unité est entièrement à 9 d'un des bords du champ de bataille, elle est automatiquement remise en renfort stratégique. On va aussi noter qu'elles vont pouvoir avoir 3 aptitudes d'équipement, soit le fait de pouvoir récupérer les PC utilisés sur celle-ci sur du 5+, soit le fait d'avoir la relance D1 à la touche, soit d'ignorer les modificateurs à la touche. Est-ce que tu as encore envie de les jouer, ou est-ce que l'armée va t'amener tellement d'autres choses que tu auras encore envie de les faire? C'est clair, elles vont être là. Elles vont être là. Déjà, pourquoi? Parce qu'elles amènent une saturation, parce qu'on peut, toutes les tranches de 3, on peut mettre une arme spéciale. Elles apportent une saturation de malade. On va voir qu'avec certains stratagèmes, elles amènent en plus touche soutenue. Elles étaient auto-includes
parce que c'était ce qui bougeait le mieux. COC2, ça fait partie des rares unités qui peuvent aussi prendre les objectifs, aller contester à 6 ou à 12 dossés pour aller deny du primaire à l'adversaire. Leur problème était la résilience. Souvent, on va dire qu'on les lançait trop vite et qu'elles mouraient. Je pense que ça te parle, tout ce qui est précoce. Là, ce qui était génial, c'est que vous pouviez avoir une grosse unité de 6. Je suis complètement d'accord avec toi, mais ça n'a rien à voir avec la revue. Pourquoi tu vas mettre ça? Et leur règle spéciale, le fait de pouvoir à chaque tour adverse, fin de tour adverse, de pouvoir les retirer, pour aller les ramener au tour suivant et aller chercher un angle de tir pour vraiment les optimiser. On va les voir, il y a zéro doute là-dessus. Il y a un détachement spécifique guérilla qui utilise le mot-clé NCOG, que ce soit pour les Yeager ou les motos. À voir si ça va être auto-inclus dans celui-là ou dans les autres. Pour moi, ça va être de manière systématique. C'est vraiment une unité qu'on adore et qui amène une saturation qui est nécessaire au Wotan. Yes, on passe aussi sur une nouveauté, c'est donc en fait le nouveau véhicule qui va être scindé en 2 kits disponibles, un qui est un petit transport, l'autre qui est un véhicule d'appui-feu, d'ailleurs on va passer par lui, donc le défenseur Capricus, on va pouvoir le jouer de 1 à 2 modèles dans l'unité, c'est donc en fait des escadrons, c'est comme ça qu'on disait dans les anciennes versions de véhicules, où en gros on est à 70 points le châssis. Globalement, on va donc être à 70 points le véhicule, on bouge de 12, endurance de 7, 7 points de vie, sauvegarde à 4, OC 2 et commandement à 7, éclaireur 9. Ça c'est bon, ça quand on bouge de 12 et qu'on éclaire à 9, c'est bon. Et en plus de ça, on va être capable de faire ce qu'on appelle un fire and fade en anglais pour les vieux joueurs Eldar, c'est-à-dire un tirer et disparaître, puisque après s'être activé à la phase de tir, on peut rebouger de D6. Donc faut imaginer, vous avez un mur, vous faites je te vois, je te shoot avec mon petit canon Magma Ray, et hop, je me recache. Excessivement bon ça. Oui. D'ailleurs, je pense qu'on va la jouer souvent en unité unique pour aller prendre, contester, belle plateforme de tir, pas trop cher, une bonne saturation. Et avec ce Fire and Fade, ça va être le Capri Sun, la petite saveur qui nous plaît bien au bon moment et qu'on va voir, je pense, de manière systématique. En plus, le kit est très joli. L'autre version qu'on va voir juste après a moins de tirs, mais par contre amène de la vraie projection au Erdkog Yeager, donc aux petits infiltrateurs, et qui va permettre en plus d'avoir cette règle qu'on avait déjà avec le Sagittor, de scinder les unités. Yes, on va donc passer au porteur Capricus. Lui, il coûte 75 points. C'est donc un transport de 5 figurines qui ne peut transformer que le nouveau mot-clé Yeager Erdkog. Ce sont donc les infiltrateurs, kill team, blablabla, manteau en cuir, précoce. Au moins vous connectez. C'était pas du tout là, mais voilà, c'est rigolo de dire. Ça parle que tu reviennes. Mais en cuir précoce, non, ça parle. Donc, en tout cas, plus sérieusement, un véhicule qui a 5 postes de tir, éclaireur 9, 5 ponts de tir, c'est bon. Qui en plus de ça va être capable, quand il tire, de choisir une unité à l'exclusion des monstres et des véhicules qu'il a touchés pour la pilonner et leur donner -1 pour être touché. Et quand même, comme tu l'as dit, plus petite plateforme de tir, mais belle saturation de tir parce qu'il va avoir 2 armes, un autocanon à magma bobine et un autocanon à magma bobine jumelé, pour quand même faire au final 6 tirs, dont 3 qui relanceront pour blesser de force 7, PR-1, dégâts 2. Oui, c'est des petits bolter low en version Wotan. Moi, j'aime bien l'unité. Le fait en plus qu'elle amène la règle de pouvoir scinder les Yeager Erdkog en 2 unités de 5, dont une embarquée avec les armes spé, et l'autre vanille qui va servir d'infiltrator pour bloquer les infiltrations, pour créer des couloirs ou aller chercher un objectif early game. Je trouve qu'elle est super utile. Mouvement de 12, éclaireur 9, on va voir, le Sagittor a perdu son mouvement d'éclaireur qui était de 6. Il est remplacé donc par ces 2 Capri Sun, ces 2 Capricus, le défenseur ou le porteur, qui eux vont amener ce qu'on connaissait déjà avec les motos, l'éclaireur 9. Donc c'est génial pour une armée qui n'est pas rapide et qui a peu de projection, peu de mouvement qu'est les Wotan, d'avoir des unités supplémentaires et un peu résilientes qui vont amener ça. En plus, on peut lui mettre le fumigène, donc il va pouvoir avoir le stratagème fumigène pour être encore plus difficile, encore plus résilient face au tir adverse. Yes, le fumigène est gratuit, ça remplace pas d'option, c'est vraiment un truc en plus. Vu qu'on a vu une grosse partie de l'unité et que tu viens de nous dire que l'autre véhicule a perdu l'infiltration, faut vraiment imaginer en termes de game design ce que vous allez avoir sur table. Vous allez avoir un minima un pack d'infiltrés que vous allez split en 2. Vous allez donc avoir dans votre outil au moment du déploiement 5 mecs qui vont s'infiltrer partout pour encore une fois faire tes 18 cm d'interdiction de zone. Un autre véhicule qui va être excellent pour ouvrir les trades, 2 sources aussi de mini-véhicules, enfin en tout cas les défenseurs Capricus qui eux vont être capables de faire du tir en appui, qui finalement vont tirer, rebouger, potentiellement aller faire des secondaires en tirant, bougeant, et derrière être, je sais pas, dans la zone de déploiement adverse. Et derrière vous allez avoir justement les autres véhicules avec les Lopez, les Berserkers dedans, qui eux ont appuyé. Enfin, je trouve que si tu veux, le game design il est génial, il permet de tout affronter, il permet de move block, il permet de jouer les secondaires, il permet de jouer à Warhammer, et aussi avec justement la deuxième vague de jouer à l'attrition. Non mais on vient de voir la largeur du game design, c'est chambé. Tu vas faire des listes White Dwarf qui vont être ultra polyvalentes et fortes. On est d'accord, c'est le rajout de ces unités, plus l'arrivée des agents solitaires, d'artillerie ou autre, va permettre de vraiment, comme tu l'as dit, jouer à Warhammer sur tous
les possibilités, tous les fronts possibles, avec du trade, avec de l'agent solitaire, avec de l'attrition, de la force brute avec le close, les chaudronniers qui vont apporter aussi potentiellement de la saturation très résiliente au corps à corps. C'est vraiment bien de voir que ce codex s'est étoffé en comblant les trous et ne restant pas, ce qui était peut-être un peu le cas du taux, monobrain ou monophase. Voilà, là on voit qu'il y a de tout. Et c'est ça qui est vraiment très agréable. Yes, on passe au transport assigné qui est donc le Sagittor, un petit peu cher parce que 95 points pour un Rhino, c'est cher. Maintenant, il va avoir comme aptitude l'avance foudroyante qui est capable en fait de bouger, courir et quand même débarquer pour ces unités. Et les unités sont considérées comme ayant fait un mouvement normal, donc éligibles entre guillemets aux actions et aux tirs. Exactement. Ça c'est ce qu'il avait déjà et ça reste très fort. Il a perdu donc l'éclaireur 9. Il reste avec un mouvement de 12. Sur le papier, bon, on voit très bien, hein, mouvement de 12 plus D6, débarquement, action, bah, ça permet d'avoir un vrai jeu de secondaire. Il a perdu en endurance, avant il était endurance 10, il a perdu un peu de sa résilience, mais je pense que l'utilisation sera différente. Là où il était vraiment en trade, on voulait qu'il soit résistant parce qu'il se projetait avec son éclaireur 6, là, la démarche va être sûrement d'être porteur de berserk ou de unité qui garde sa règle de pouvoir scinder les guerriers de base, donc les Atrogog, de pouvoir les scinder en 2 unités. Il va vraiment être porteur soit d'unité de 5 avec un Grimnir, soit de Lopez, avec pour but soit d'aller créer un peu d'attrition sur les unités satellites, soit d'aller faire du secondaire pour pas cher, avec un beau chausson. On enchaîne ensuite avec l'autre transport qui n'est pas un transport assigné, c'est bien évidemment la caravane, la forteresse mobile Hécaton. Elle est à 240 points, elle a pris 15 points depuis la version index avant la sortie de ce livre, et elle va avoir comme aptitude le ciblage multicoque qui fait qu'elle ignore systématiquement les modifications au tir. Elle est maintenant à 14 places de transport, et il est bien précisé ici que quasiment tout ce qui était gros avant n'occupe que 2 places. Oui, donc c'est un vrai plus parce que ça va permettre les chaudronniers, les Terminators, les Brokirs, donc les porte-bébés, déjà de rentrer dedans et d'être accompagnés, parce qu'en plus, la Dataslate a modifié le fait donc que les COG, les petits IA, les petits robots qui accompagnent tous les personnages, que ce soit le maître de fer ou autre, ne comptent pas, ce qui va permettre vraiment de faire des vrais chaussons. C'est là où on avait quelques débats avant. Elle reste très forte, elle n'a pas d'invue, c'est un peu son seul problème, mais elle a quand même une endurance de 12, 16 PV, donc dès qu'elle est dans un couvert, ça va commencer à être très dur à tomber. Et surtout, en plateforme de tir, en plus d'être un chausson, elle pique vraiment très très fort. 240 points, tu trouves que c'est encore ok? C'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on en voit 2 dans quasiment toutes les listes votanes. Je pense que vis-à-vis des chaussons qu'on a envie d'emmener, que ce soit les berserk, les gros packs de berserk, potentiellement les chaudronniers, ou les porte-bébés, les brokirs et les terminators on la frappe en profondeur, on peut le faire aussi pour les chaudronniers. Mais pour le reste, c'est difficile de ne pas avoir au moins une forteresse en chaussons de la super unité qui va amener l'attrition ultime au milieu du champ de bataille. Les amis, on a fait le tour des règles d'armée, de toutes les fiches d'unité. On va donc maintenant passer au détachement. On va commencer par la bande assermentée de garde du besoin. Assermenté. Je suis assermenté. Et j'en ai connu des pires que vous. Jusqu'au suicide, alors. Citation des 3 frères, pour ceux qui n'avaient pas la ref. Arrêtez cette vidéo, là, regardez les 3 frères, les gars. Voilà. Et voilà. C'est toujours un bon moment. C'est exactement. En tout cas, ici, c'est sans doute celle qui va le plus jouer avec, donc, c'est la règle d'armée qui, je le rappelle, sont les points de rendement, les points de rancune, puisque ici, rentabilité martiale, à chaque fois qu'une unité ennemie est détruite, vous gagnez un pion. Facile. On rappelle bien évidemment que même si vous allez comptabiliser vos pions en phase de commandement amis et ennemis, le palier D7 pour changer de protocole se fait à votre phase de commandement, hein, attention. En tout cas, au niveau des améliorations, on va en avoir 4. Je rappelle qu'il faut les payer en points et que vous allez pouvoir en sélectionner jusqu'à 3 sur vos listes sur les personnages qui ne soient pas des héros épiques. On commence par le spéculateur assermenté. Encore ? Exactement, Laurent, qui va lui coûter 30 points et qui permet à l'unité du porteur de relancer les jets de blessure de 1, mais s'il décide en plus de craquer 3 pions de rancune, d'avoir plus un bless. Donc, plus un bless, relance d'1 pour blesser sur l'unité pour 3 pions. C'est ce qu'on va commencer à voir, en fait, et en particulier dans les stratagèmes, l'utilisation des points de rendement, des pions de rancune, des PDR, de telle manière, en fait, on a un effet basique. Là, on va pouvoir relancer tous les jets de blessure de 1, donc ce qui est bien, parce que ça va nous amener de l'efficience, en tout cas, la stabilité statistique sur les blessures. On a vu les unités, c'est-à-dire qu'on va chercher ça potentiellement sur les Terminators pour aller chercher la blessure dévastatrice, sur les chaudronniers, pareil, pour aller chercher la blessure dévastatrice. Et là, le fait de pouvoir, en plus, en utilisant des points de rendement, aller chercher le plus 1, ça va faire passer des paliers.
Donc c'est vraiment, on voit commencer à émerger la mécanique de double effet qui se coule. Et même le fait d'utiliser 3 points, ça peut paraître un petit peu dommage, mais en fait, il faut se rendre compte que des fois, on préférera clairement avoir justement le plus un touche sur l'objectif sur lequel on n'est pas, et donc de se downgrader nous-mêmes en utilisant ce carburant. Exactement. C'est vraiment la logique de se dire, je vais avoir des options, que ce soit en stratagème ou en optimisation, d'utiliser des points de rendement qui vont me faire passer, de consolider la prise en acquisition hostile, ou potentiellement de rester en acquisition hostile. Et on va vraiment, en tant que meneur, chef de guerre Votann, vouloir jouer là-dessus pour aller chercher la reroll ou la relance des charges ou la relance des advances. Yes, juste petite précision par rapport au wording, on sent que ça a voulu être écrit comme ça. C'est à n'importe quelle phase, c'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer que c'est le tour adverse parce que je sais pas, vous êtes joueur numéro 1 et ainsi de suite. Donc vous êtes au deuxième tour du premier round de bataille ou autre, vous allez faire un tir en état d'alerte en déclarant utiliser 3 points, même si vous faites 0 kill, on s'en fout, vous avez claqué vos 3 points, vous avez potentiellement à votre prochaine phase de commandement passé en dessous de 7. C'est aussi comme ça qu'il faut l'imaginer. Ensuite pour 10 points, estimation des pertes, figurine League of Votann seulement à la fin du tour, si le porteur est sur le champ de bataille, si vous n'avez dépensé aucun point de rancune, alors vous en gagnez un. Je sais pas trop quoi en penser, je pense que c'est la dynamique, ou en tout cas le mécanisme des points de rancune, des points de rendement est encore trop nouvelle pour vraiment voir si cette optimisation est intéressante. Mais moi j'aurais tendance, on va le voir dans les stratagèmes, quel que soit le détachement, celui-là le premier, d'en utiliser des points de rendement. Donc le fait de me dire, ah bah je l'utilise pas pour en gagner un, il y a d'autres manières d'en gagner. Ouais. Et en particulier avec ce détachement où va détruire l'unité. Si tu utilises 2 points de rendement, que ça te permet de tuer une unité, que tu gagnes un point de rendement et que ça te prend un objet, en fait, t'auras gagné tes points de rendement autrement. On est sur l'avant-dernière amélioration, la moins chère, qui est à 10, la prochaine est à 5. Mais c'est de la merde. Je pense qu'il te reste 10 points, tu la mets, parce qu'en fait, je pense que en termes de pattern, oui. Tu sais qu'au moins, round 1, t'en auras forcément un pour aller proquer justement le truc qui va bien, ton séquencement habituel que tu vas rejouer sur toutes tes parties. Ça va être exactement cette logique-là. Faut pas l'utiliser en se disant, ah mince, ça va m'obliger à ne pas utiliser de points de rendement. Je l'ai. Si jamais je n'en utilise pas ce tour-là, au moins j'aurais gagné tour un gratis. 1, si l'autre n'a rien mis, rien visible, et ainsi de suite, ça dépend encore une fois des patrons de table sur lesquels on veut jouer. Oui. Ensuite, on va avoir ambassadeur de fer. Lui, il vaut que 5 points, mais il est très particulier. On va le mettre sur n'importe quelle figurine Votann, mais il faut qu'elle ait un bolter modèle Autok. Il va donc faire 4 tirs de force 4 sans PA dégâts 1, c'est bien ça? Force 5 sans PA dégâts 1, excuse-moi. Yes, et là vous allez pouvoir justement dépenser jusqu'à 3 points pour augmenter la caractéristique de dégâts. Donc c'est rigolo, hein, ça veut dire que vous allez passer dégâts flat 3 avec votre bolter. Mais c'est tout. Bon, elle vaut 5 points, tout est dit. C'est une bonne manière de dépenser des points de rendement. Voilà. Plus sérieusement, c'est PA 0, c'est tellement particulier que malheureusement, en fait, on l'utilisera pas sur un bolter sans PA. Ensuite, par contre, le dernier va être excessivement bon, c'est le Simi Ancestral. En plus, lui, il n'est qu'à 15 points. Et en fait, tout simplement, une fois par tour, vous allez pouvoir cibler l'unité du porteur avec un stratagème relance de commandement. C'est donc la relance générique qui vous permet de tout reroll quasiment dans le jeu. Soit d'utiliser un PC, soit d'utiliser un pion de rendement pour diminuer de 1 le coût en PC. Donc vous allez pouvoir faire des relances de commandement à 0 PC en tronquant un pion de rendement. C'est super fort. Hein. Oui, exactement. C'est un PC de plus. Et entre guillemets, un PC gratuit. Ouais. Et ça, c'est vachement utile. On sait, la relance de commandement, régulièrement, vous le voyez dans les rapports de bataille ou même dans vos parties, j'ai 0 doute là-dessus. Je le fais. J'ai 2 PC, mais j'en ai besoin au tour prochain. Mais c'est tellement structurant. Là, vous aurez plus de débat. En fait, vous utiliserez un pion de rendement. Surtout quand on touche à 4, hein. Mine 2. Ton gros tir, t'as pas envie qu'il rate et tout. Exactement. T'es souvent trigué par le putain de 4+, est-ce que je claque un PC pour ça? Alors que le point de rendement, tu le feras. Des 6+2 ou des 6+3 sur un nombre de tirs, on veut être vraiment sur une phase de tir, une phase d'attrition très forte. Voilà, ça peut vraiment casser tout votre plan, donc c'est cool. Voilà. Yes, on va maintenant au kit de stratagème de ce détachement. Le premier, c'est endurci dans l'espace. C'est tout simplement une armure du mépris pour un PC à la phase de tir ou à la phase de combat. Quand vous êtes pris pour cible, vous allez déprécier la pénétration d'armure de l'attaque de 1. Je rappelle néanmoins qu'on est dans l'ère de la data slate, c'est-à-dire des petits patchs d'équilibrage qui dit que tous les mécanismes type armure du mépris ne fonctionnent que pendant l'activation et puis jusqu'à la fin de la phase. Juste pour la petite histoire, c'était la règle native de l'armée quand elle était sortie en V9 en 2022. Voilà, donc on l'avait retrouvé après dans le détachement d'index, on l'avait retrouvé dans le dernier codex en stratagème ou en détachement. Ça reste très fort, c'est toujours très très utile pour amener de la résilience, en particulier avec tout ce qu'on a pu voir comme palier, que ce soit la mini transhumaine, l'endurance à 5 ou à 6 selon les bodies. Voilà, tout ça cumulé, ça commence à faire que les petits Votann, ils sont embêtants. Ensuite, deuxième stratagème, ça va être pour l'honneur de la tenance. Ça coûte 1 PC, ça s'utilise à la phase de combat. De base, ça va vous permettre d'avoir +1 à la perforation d'armure. Et si vous dépensez 3 pions de rancune, vous passez à -2. Exactement. Toujours, là, on va commencer à avoir de manière systématique le double effet qui se coule. Donc, stratagème pour 1 point de coup. Donc, vous améliorez la pénétration d'armure de 1, ce qui était déjà le cas. Ce stratagème, en fait, avant, il existait et vous le liez
au pion de rancune que vous aviez. C'est-à-dire que vous amélioriez votre pénétration d'armure en fonction du nombre de points de rancune qu'avait l'unité ennemie. Là, on va utiliser des points de rendement, des pions de rendement, qui vont vous permettre de faire passer de PA-1 à PA-2, dépendant de l'arme que vous utilisez. Très utile, entre autres, sur les berserks, ou potentiellement aussi sur les terminateurs. Yes, autre stratagème excessivement fort, c'est retraite en bonne ordre, ou même en bonne et due forme. Puisque pour un PC, vous allez être capable, à votre phase de mouvement, de désengager tir-charge avec une unité. Voilà. Il était existant dans le détachement index, on est content de le retrouver, parce qu'en plus, c'est clairement quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui, en V10 et dans le méta actuel, d'avoir des unités qui sont fortes, résilientes, mais qui ne se retrouvent pas bloquées avec 10 pimpins qui emmerdent, quoi. Voilà. Exactement. Ensuite, on va avoir la sentence ancestrale, elle vaut 1 PC, vous allez pouvoir à la phase de tir obtenir touche soutenue 1, mais si vous le souhaitez, vous dépensez 3 pions de rancune et vous passez touche soutenue 2. Putain, ça va plus rigoler du tout. Hein. Ah bah... Faites un peu les calculs sur certaines unités, ouais. Que ce soit les unités de chaudronnier lourd, les unités de Terminator de Henir, avec leur saturation de tir, touche soutenue 1 ou touche soutenue 2, ça commence à piquer, ou même sur un gros pack de 6 motos. Hein. Donc pareil, stratagème qu'on connaissait, il était lié au pion de rancune, on le lit, au point de rendement pour le faire passer de touche soutenue 1 à touche soutenue 2. Yes, ensuite pour un PC excessivement fort, marque de track, puisque pour un PC à votre phase de tir, vous allez avoir une relance D1 à la touche et à la blesse sur une unité. Je rappelle que la règle du détachement, c'est que si vous tirez sur un objectif, vous avez plus un touché. Hein. Donc on voit que ce qui est bien, c'est qu'on va avoir des stratagèmes, en tout cas dans ce détachement, qui vont amener aussi un peu d'indépendance. Ouais. Hors acquisition hostile ou consolider la prise. Et là, clairement, on est sur quelque chose où on va vouloir aussi avoir de la stabilité, ou en tout cas de la possibilité d'aller chercher de la reroll de blessure. On a des unités qui n'ont pas des forces avec leurs armes très hautes, ou qui ont de la blessure dévastatrice. Le fait d'avoir la reroll, donc la relance des 1 pour blesser, c'est juste génial. Yes, et on termine avec comme stratagème la réaction du représailles. Elle coûte 2 PC, c'est cher, mais c'est normal, c'est un mécanisme, on va dire, qui est tout le temps au même prix dans toutes les armées. Une fois que vous avez été pris pour cible d'une phase de tir par unité ennemie, après avoir subi vos pertes, vous allez être capable de faire un contre-tir en touchant normalement sur l'unité qui vous a shooté. Voilà, donc 2 PC, ça reste un peu cher. Il était déjà existant. C'est utile sur les gros packs, que ce soit les packs de Terminator ou les packs potentiellement demain de chaudronnier. On l'avait aussi quand on tirait sur la forteresse, c'était cool de se dire que la forteresse elle allait pouvoir faire chichi. Voilà, à voir, mais ça reste très cher pour 2 points de commandement. Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà commencé à voir que les points de rendement vont pouvoir potentiellement compenser des points de commandement. Ouais, ou vraiment les points de commandement utilisés seront des vrais points d'éclat en combinant avec les deux. Et ça va vraiment faire très 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 mal. Hein. Qu'est-ce que tu penses de ce détachement ? Je pense que entre les stratagèmes et les 2 optimisations qu'on a vues qui étaient quand même très très utiles, donc le point de rendement à la place du point de commandement, ou le fait donc de pouvoir aussi gagner des points de rendement avec sa règle naturelle de détachement qui est à chaque unité détruite, ça va permettre vraiment de monitorer son utilisation. Et les stratagèmes sont très structurants, c'est ceux qu'on connaissait, c'est ceux qu'on a l'habitude de jouer, et le fait qu'ils soient proches du détachement d'index, je pense que va faire naturellement, c'est celui vers lequel on va aller de base. Pourquoi ? Parce qu'il va être le plus proche de ce qu'on connaît. On va voir les autres. Moi, il me plaît beaucoup. On va voir les autres qui vont apporter une saveur peut-être avec plus de poids du corps sur un type d'unité ou sur un gameplay. C'est ça que j'ai envie d'aller voir demain. Naturellement, celui-là est déjà très bien et marche très bien. On passe maintenant au deuxième détachement, ça va être la prosécution persécutrice. Et je vais juste me permettre d'ouvrir une petite parenthèse de sel. Non, mais en fait, faut comprendre que les armées qui sont trop complexes, on pense à toi et moi, quand on jouait les anciennes Zanmech, on comprenait rien à ce que faisait l'autre. Le gars, il avait 3 aptitudes de buff qui pouvaient stacker, empiler sur des unités. Toi, t'étais l'adversaire, tu fais, mec, je te fais confiance parce que tu peux me la mettre comme tu veux, de toute façon. Et déjà, on va voir que les PDR, mine 2, il faut les compter au tour adverse, à son tour. C'est bien, c'est facile, avec un dé on peut avoir un compteur un peu comme les points de commandement, mais déjà ça crée une forme d'interaction qui fait que ça peut devenir malsain avec son adversaire. Là clairement vous allez voir, on est sur un détachement qui a un game design et une saveur de malade. Le seul problème c'est que ça va rendre le champ de bataille complètement illisible. En gros vous allez voir, assailli de tous les côtés, à chaque fois que vous allez pouvoir tirer sur une unité et que vous allez la toucher, vous allez pouvoir assaillir une unité, c'est donc un espèce de mot-clé qu'elle va avoir, donc il va falloir la mettre sur le champ de bataille en mode cette unité elle est assaillie, puisque quand on va le voir, on va avoir des améliorations et des stratagèmes qui vont améliorer votre tanking, létalité, tout ce que vous voulez, quand vous allez justement être ciblé ou cibler une unité qui est assaillie. Donc si vous lui tirez une fois sur une activation, elle devient assaillie. Si maintenant vous lui tirez une deuxième fois, son statut de assailli va passer en statut de entravé. Vous allez donc voir que quand une unité est assaillie, elle ne va de base avoir aucun effet, si ce n'est les bonus dont on va parler plus tard. Par contre, quand elle est entravée, elle va avoir un malus de -2 au mouvement et -2 à ses jets de charge.
Encore heureux, ils ont pas mis -2 au mouvement d'advance aussi, auquel cas on a toutes les occurrences, c'est fin du jeu. Tu vois. Mais bon, déjà, qu'est-ce que tu penses de cette règle d'armée? Alors, oui, comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'on rentre dans la complexité de la complexité de la complexité. On est sur un détachement qui est destiné vers les NCOG, donc le mot-clé dont tu parlais, ça veut dire les Jaeger, les petits infiltrateurs, les nouveaux véhicules et les motos. On voit l'idée des guérillas. J'arrive, je te tire dessus, donc je te provoque une sorte de... Je suis assailli, double effet qui se coule, je t'ébranle, tu peux pas bouger, et on va voir, ça va être un mot trigger, Tu un mot branles personne, déclencheur. t'es entrave. Attention, c'est en français là. Tu entraves. On Bien s'est pas vu depuis merci. longtemps, quand on fait une vidéo, on est un peu lourd quoi. C'est... Mais non. Et on va voir que ça va être un mot déclencheur, un mot trigger pour plein de stratagèmes ou d'optimisation. Ce qui est génial, c'est d'arriver avec un détachement saveur, Ouais. NCOG, guérilla, les motos, les petits infiltrateurs et autres. Après, oui, je te l'accorde, déjà, c'est des unités qui ont une attrition quand même assez faible. Donc je ne suis pas sûr que ce détachement soit appétissant, aussi par son niveau de complexité et de surrègles, de points de rendement, d'entravé, d'assailli, de ce que tu veux. C'est pas celui qui me fait le plus saliver, on va dire, aujourd'hui, mais on va voir, en tout cas, il amène de l'intérêt sur des unités qui pourraient être utilisées Encore une. à la base comme des unités low cost, de trade, d'échange pour pas cher. Encore une fois, vous allez voir, enfin, il y a moyen de faire des choses fortes, et surtout, ça a une vraie saveur. C'est juste, encore une fois, ce stacking de règles où on va devoir mettre jusqu'à 2 tokens sur X unités, c'est là où ça complexifie inutilement. On va passer aux optimisations, et vous allez tout de suite voir justement comment ça va marcher. On commence par le déceleur de points faibles. Lui, il vaut 25 points. Ça peut être mis sur n'importe quelle figurine League of Votan. Par contre, dès qu'on tire sur une unité qui est assaillie, donc le premier palier, dès qu'on aura tiré pour la deuxième fois directement sur une unité, on aura alors +1 pour blesser. Ouais. Donc voilà, on voit l'effet trigger du mot assailli. Ce qui est dommage, c'est que donc on peut pas assaillir un monstre ou un véhicule. On verra avec les stratagèmes qu'il y a cette possibilité-là. Mais là, c'est vrai que voilà, +1 au jet de blessure. Sur la saturation de tir que ça peut amener, que ce soit les motos en particulier qui ont énormément de saturation de tir, ou même les petits tirs de fusil bolter, des Jaeger, donc des petits infiltrateurs. Là, on commence à se dire, ah ouais, +1 pour blesser, on fait passer des paliers, même sur les grosses endues. Je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire. En effet, vous allez voir, les stratagèmes vont parler justement de ce fameux mot-clé Earncog. Mais tout ce qui est là +1 blesse et ainsi de suite, en réalité, ça marche sur tout le monde. Hein. Ouais, Donc, ouais, il y a un d'accord. monde dans lequel ça peut quand même devenir un petit peu fort. Ensuite, on va avoir le décret d'acquisition. Lui, il vaut 10 points. Ça va être une forme de ferme à point de rancune. À partir du moment où l'unité du porteur va tirer sur des unités déjà assalies, vous allez marquer un nombre de points de rancune dépendamment de combien d'unités vous allez faire. Donc, ça va encourager ce qu'on appelle le split fire, et vous allez vous dire, bah attends, t'as déjà 1, 2, 3 unités qui assaillent, bah pas de problème mon gars, moi avec cette unité ici, je vais faire 1, 2, 3 tirs, paf, c'est 3 points. Oui, d'accord, donc on voit très très bien par exemple les Terminators, les Headgear, avec le personnage qui va bien, que ce soit le champion ou un Cal. Ils ont l'arme de saturation, le lance-grenade de dos, plus le gros tir, soit Volkit ou soit Plasma. Je tire sur ma vraie cible, ah bah tombe bien, elle est assaillie, et bah pff, j'ai un point de rendement, et en plus je tire sur le petit cordon avec mon lance-grenade qui est aussi assailli, un deuxième point de rendement, et potentiellement je fais tirer mon Cal ou mon champion avec son petit pistolet bolter sur une troisième unité assaillie pour aller chercher le troisième. Donc vraiment on commence à voir aussi les mécaniques de je joue avec pour en gagner ou pour en dépenser. Je te le dis comme je le pense, Laurence, t'as pas tes petits pions de poker, ils seront jamais assaillis mes unités. Moi mais en fait ce qui est bien par contre c'est que pour tous les joueurs Votan qui avaient print ou acheté les petits pions de rancune, vous allez pouvoir les réutiliser. Ça c'est la bonne nouvelle. C'est vrai. Ah toi t'es un bâtard Hey, historique. T'as un gros bill historique. Et ceux qui avaient des pions de stack de compétences de l'ANMEC, vous allez pouvoir aussi les utiliser. Ah ouais, t'as un gros con multi-armé. Mais un peu rare. En tout cas, on passe à la troisième génération, c'est le saboteur chirurgical, t'as commencé à nous en parler, lui il vaut 10 points, il permet tout simplement, quand le porteur va tirer sur une unité monstre ou véhicule, de quand même pouvoir justement l'entraver, donc le moins de move, moins de charge, parce qu'encore une fois ça ne marche pas sur les monstres ou les véhicules. On est d'accord, donc il passe directement au deuxième palier, assailli, entravé, donc il va pouvoir jouer sur le mouvement d'un monstre ou d'un véhicule. Je pense que saboteur chirurgical, j'ai pas le coup, tu vas nous le donner, mais je pense que ça va être un truc qui va être quasiment aussi une team include, parce que le fait d'être bloqué sur cette règle d'armée, hors monstre ou véhicule, vous tombez sur une armée en face qui est ultra véhiculée, typica ou autre, bah super, génial. Il y a tout mon ma règle de détachement, elle marche pas. Mais ça va être génial, enfin plus sérieusement ça va être vraiment cool, alors ça coûte 10 points. Ce qu'il faut se rendre compte c'est qu'en Votan on a vraiment des outils pour embêter l'adversaire, c'est-à-dire qu'on va avoir énormément de mouvements prépartis comme on l'a vu de 9 pouces, derrière des mouvements de 12, potentiellement de l'advance derrière, et donc le fait de se dire bah attends je vais quand même te tirer dessus, moins de move mais j'ai mis mon socle ici, donc tu passeras définitivement jamais ce mur, enfin c'est quand même très très appréciable, hein. Enfin si on commence à faire du pixel perfect, on a moyen de faire des choses assez intéressantes en termes de géométrie. On va jouer à la guérilla. Je me cache derrière les murs et je t'empêche de passer.
Voilà, je te fais peur. Je t'entrave. On va terminer par l'optimisation stratège nomade qui lui vaut 20 points. Ça va s'utiliser seulement une fois par bataille à la fin de la phase de combat adverse. Vous allez pouvoir choisir une ou deux unités avec cette fois-ci le mot-clé Earn Cogs. Et par tranche de 2 points donc, de rancune que vous allez dépenser, donc 2 ou 4, vous allez pouvoir ramener une ou deux unités en renfort stratégique. Le fait qu'il y ait le mot-clé Encore, c'est une optimisation qui est intéressante, mais on a déjà les motos qui l'ont de manière systématique à la fin du tour adverse si elles sont sur un bord de table. Donc on voit que c'est plus destiné sur les Jaeger, j'y crois pas trop, mais plutôt sur les petits véhicules, les Capricus, les Capricen, là, les deux véhicules. Bon, je trouve ça un peu cher, que ce soit en coût d'optimisation ou en coût de points de rendement. Après, c'est une bonne manière de dépenser des points de rendement. Yes, on passe maintenant au kit de stratagème. Le premier, c'est l'avarice variable. Ça coûte 1 PC, ça s'utilise au début de n'importe quelle phase. Donc ça, c'est excessivement bon. Si jamais vous avez 6 pions de rancune ou moins, alors vous pouvez tout de suite considérer que toute votre armée est en acquisition hostile et plus justement en consolider la prédasse. Exactement. Donc le premier stratagème qui nous amène le changement donc de détachement de règles d'armée en cours à n'importe quelle phase. Donc voilà. Je veux aller reprendre des objectifs, je veux pouvoir reroll ma charge. J'ai ce stratagème dans un détachement bien spécifique, mais qui fait que tiens, je vais dépenser des points de rendement juste avant. On arrive à la phase de charge, boum, j'utilise ce stratagème et je vais pouvoir reroll toutes mes charges, par exemple. Ensuite, deuxième stratagème, ça va être l'élan frontalier. Celui-là, il coûte 1 PC. Il permet tout simplement à une unité qui a le mot-clé Earncog de faire un jet d'advance automatique à 6. Donc des motos ou les véhicules qui vont bouger de 12 à 18. Très très fort. Ensuite, on va avoir la faille exposée. Celui-ci coûte 1 PC, s'utilise à la phase de tir, encore une fois, sur une unité Earncog. En gros, soit l'unité sur laquelle vous tirez est déjà assaillie, auquel cas vous avez la rance pour blesser, soit elle n'est pas assaillie et vous allez claquer 2 pions de rancune, et là, vous allez quand même avoir la relance des blessures. Exactement. Donc là, on voit, il faut le mot-clé Earncog, ça tombe bien, les petits véhicules Capricen longs ou les motos longs. Voilà. Et vraiment, on veut de la relance, on veut de la fiabilisation au niveau de la saturation de tir. Yes, ensuite, stratagème pareil très sympa, tactique de ranger, il coûte 1 PC à la phase de tir. Vous allez utiliser une unité soit Uncog, soit qui tire sur une unité assaillie pour avoir la full relance des touches. Encore une fois, soit vous êtes Uncog, pour 1 PC vous avez la relance des touches, soit vous tirez avec n'importe quelle unité sur de l'assaillie, et c'est bon. Exactement. Donc voilà, on voit le double phénomène qu'il y avait sur les pions de rendement, j'utilise pas, et ça fait un double effet qui se coule sur le stratagème. Et là, dans ce détachement, assailli ou pas assailli, ou Uncog, pas Uncog, et je vais pouvoir déclencher des stratagèmes à plusieurs niveaux. Yes, faut juste se rendre compte encore une fois que là on parle pas nécessairement de Uncog, vous avez l'amélioration qui va vous dire ok mon pote, plus un bless, full relance des touches. Ça fait pas rire du tout, avec n'importe quelle unité c'est fort. Quand on commence à réfléchir, que ce soit sur les chaudronniers, sur les terminators principalement, qui sont des unités très très fortes de saturation de tir, ça commence à piquer. Ensuite, mouvement réactif, donc excessivement bon, réflexe d'accapareur, 1 PC à la phase de mouvement adverse. Dès qu'une unité va finir à 9 pouces de vous à l'exclusion des artilleries et des véhicules, vous allez pouvoir bouger de D6 et ou claquer 2 points de rancune pour bouger automatiquement de 6. C'est très bien fait, il est précisé que c'est un mouvement normal qui ne permet néanmoins pas de rembarquer. Heureusement. Oui, maintenant il y a la restriction à chaque fois, donc ça c'est plutôt bien fait. On voit que Games apprend des abus d'utilisation de failles des codex précédents, en tout cas des règles précédentes. Donc voilà, un Reactive Move c'est toujours génial. Là en plus, on va pouvoir déterminer si on fait de l'aléatoire à D6 ou modulo des points de rendement le 6. C'est toujours très très utile. Yes, ensuite stratagème excessivement bon et qui fait encore plus le grand écart malheureusement. Et là on voit que la fraîcheur du codex, on parle de mouvement réactif, on parle de nouveaux mécanismes de jeu versus le GK. Le but n'est pas de rouvrir une faille ou une blessure. C'est juste que putain, regardez le dernier des stratagèmes, formation dispersée pour 1 PC. Vous allez utiliser à la phase de tir adverse sur soit de l'infanterie, soit de la moto. Vous allez avoir et discrétion et le couvert. Jinx, je jinx. Oh mais les deux. Ouais, les deux jinx. bonus quoi. Donc Jinx c'est pour ceux qui connaissaient à une époque, c'était une attitude des Eldark avec les motos qui pouvaient zigzaguer. Donc oui, c'est très fort, ça vous en particulier, on pense donc tout ce qui est Votan, montée ou infanterie, on sait que c'est des unités qui sont même avec une endurance un peu forte et en particulier en consolider la prise, donc avec le fait d'avoir cette mini transhumane qui malgré tout ont des saves assez hautes. Donc le plus 1 du bénéfice du couvert est toujours très fort et le moins 1 pour toucher va jouer sur plusieurs paliers cumulés de ça, plus des jets de blessure de consolider la prise. Voilà, les motos qui avaient tendance à mourir, vous allez pouvoir faire qu'elles vont rester plus longtemps, voire même les petits infiltrateurs. On a terminé sur ce détachement, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'il est plutôt narratif parce que c'est trop, je te tire dessus 2 fois, ou tu penses qu'il y a quand même vraiment des stat checks à passer? En tout cas, on a l'impression que ça va être très fort mais très complexe. Est-ce qu'il n'y a pas plus simple et plus fort? En fait,
Je trouve que le deck de stratagème est sympa. Ah ouais. Le fait qu'il soit multi-utilisation en fonction soit du mot-clé, soit du mot-clé assailli, soit Hancock, soit d'utilisation de pion de rendement, il me plaît. J'avoue que la règle naturelle, assailli, entravé, sur le papier, ça a l'air sympa, mais je veux voir à l'utilisation. Et j'ai peur que ça limite un peu trop le choix des entrées, parce qu'on va vouloir aller chercher principalement les petits véhicules avec les Jaeger à l'intérieur, ou les motos, Hancock. Voilà, c'est pas celui qui m'attire en premier, mais je trouve qu'il a une vraie saveur, et j'aime bien le fait d'avoir créé des détachements avec une coloration sur... On va jouer les infiltrateurs guérilla, Hancock, moto, avec beaucoup de mouvements, ça part, ça revient. Tout ça, j'aime bien. C'est pas celui qui m'intéresse le plus en première intention, mais je trouve que c'est vachement bon. C'est intéressant, tu viens de parler de couleur. Moi, je vais te parler de jaune et d'osier pour le détachement des berserkers, Laurent. J'ai été allé chercher moi. Ouais, très. Il y a eu deux rebonds, mais on va parler du détachement pour les berserk, donc pour les Lopez, avec équipe d'assaut de galerie. La règle, c'est fureur de galerie. Vos unités de berserkers ont l'aptitude native frappe en profondeur, et en plus de ça, ils sont transformés en ligne. Vous allez donc pouvoir les jouer non pas limité à 3 unités, mais jusqu'à 6. Et qui dit ligne jusqu'à 6 veut aussi dire transport assigné. Déjà, rien que frappe en profondeur. On l'a dit tout à l'heure, le problème des berserk, c'est que si tu les mets pas dans un chausson, bah ils servent à rien. Donc là, le fait qu'ils aient pas besoin de chaussons, qu'en plus ils puissent avoir... C'est con parce qu'ils les fabriquent. en osier. Moi, j'ai avoir des problèmes. En plus, le fait qu'ils puissent avoir en acquisition hostile la reroll des charges, on va voir que ils ont plein de phénomènes qui font que soit ils arrivent en profondeur, soit ils vont être dans des chaussons avec la possibilité d'advance ces charges, c'est très fort. Et le fait qu'ils passent ligne, bah, tout de suite, tu vois le fait d'avoir 6 petits packs de 5, par exemple. Voilà. Pour vraiment jouer sur de la saturation, ou 1 ou 2 gros packs de 10, et des petits packs autour. Personnellement, je vous le dis maintenant, c'est le détachement préféré. Vous allez avoir plein d'outils, vous allez avoir de l'advance charge, vous allez avoir de la remise en fait après avoir pulvérisé une unité. Bref, vous allez pouvoir jouer jusqu'à 6 x 10 berserkers, ça rentre, c'est bon, c'est fort, c'est un gameplay qu'on connaissait pas, qui limite s'apparente un petit peu à une forme de projection à la Emperor Children's, mais à côté de ça, vous allez pouvoir aller chercher le truc du corps qui fait que vous retournez dans les frappes en profondeur. Enfin franchement, il est insane ce détachement de corps à corps. J'aime beaucoup les Lopez, c'est pas mon détachement préféré de première intention, mais j'aime beaucoup les Lopez, tu le sais. En tout cas, au niveau des avec caravane. Oh, voilà, bien évidemment. On commence par le navigateur de Shaltram qui vaut 25 points. Elle va vous permettre à l'étape des renforts de votre phase de mouvement de, si jamais le porteur voit une unité de berserker, de en ramener un à la vie et après de dépenser jusqu'à 2 pions de rancune pour pouvoir en ramener un autre supplémentaire à la vie. C'est bien. C'est bien. Déjà, je vois que tu parles très mal le Voltan. C'est Galtram. Mes excuses. Mais voilà, parce que t'as oublié l'umlaut sur le A. Ce n'est pas grave. Non, mais mis à part ça, c'est sinon, génial. Laurent, t'aimes les tiens? J'aime beaucoup les tiens. Parce que ça fait passer des seuils et que c'est très important, en particulier sur les berserk, pour les envoyer au corps à corps. La seule chose que je vois tout de suite dans l'optimisation, c'est qu'il me manque un truc dans ce codex. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Il faut que le porteur soit donc un personnage, voilà, et qu'il voit l'unité de berserk. Qu'est-ce qui manque de ce codex? Monsieur Lopez. Il manque Monsieur Lopez. Il manque un personnage Lopez qui a l'aptitude de prendre une optimisation et d'aller dans une unité. Et ça, j'avoue que c'est... Il manque Eduardo. Games, si tu nous entends, toi là-bas derrière ton écran, un petit Lopez, Papa Lopez. On veut un Papa Lopez. On veut le patriarche de Lopez. Eduardo avec la clamotte. Voilà. Et ça, ce serait génial pour pouvoir en plus lui coller une optimisation. Hors champ, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'en fait, mon entrepreneur qui fait tous les travaux, qui a fait le studio et tout, il s'appelle Eduardo Lopez. Je te jure que c'est vrai. Je te jure, ça. L-O-P-E-Z, quoi. Bah, donc, c'est pas off, on va le garder. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec la deuxième amélioration. C'est le système de brouillage multi-bande. Il coûte 10 points celui-là, figurine Votan seulement. En gros, une fois par partie, vous allez pouvoir utiliser cette optimisation et considérer pour une unité chtonienne, c'est-à-dire les berserkers et tout ce qui est en Marcel, justement considérer le tour en cours comme supérieur de 1. Ça veut donc dire, attention, ça s'utilise à votre phase de mouvement, ça ne marche donc pas avec le stratagème d'arrivée précipitée, mais vous pouvez arriver tour 1 avec une faible des berserkers. Voilà, le petit pack de 10 qui a gagné frappe en profondeur, qu'un FT1, ça peut être rigolo au milieu de la table. Après, on sait que voilà, ça reste du Marcel, mais bon, s'ils se cachent bien, on sait qu'après ils auront potentiellement l'advance et charge qu'on va voir dans les stratagèmes. Ça peut picoter, voilà.
Yes, ensuite on va avoir le superviseur de séisme, il vaut 20 points celui-là, il permet d'être mis sur n'importe quelle figurine Votann qui aura la règle agent solitaire s'il est à 3 pouces ou moins d'unité artillerie Votann, et en plus de ça l'artillerie Votann va avoir +1 pour toucher quand elle va cibler l'unité ennemie. Voilà, bon, artillerie Votann, c'est la nouvelle figurine stonienne qui reste à 110 points. Bon, voilà, superviseur de séisme, je ne sais pas s'il va y en avoir beaucoup. Et dernière amélioration, mais qui va taper très fort, ça tombe bien, ça s'appelle le marteau pilon. Ça coûte 15 points et ça va permettre tout simplement au porteur, à chaque fois que celui-ci est choisi pour combattre, de pouvoir dépenser jusqu'à 2 pions de rancune pour améliorer de 1 ou 2 la caractéristique de dégâts de l'arme. Donc marteau pilon, bah voilà, comme son nom l'indique, marteau pilon, on va l'utiliser principalement sur le champion Enneir, et on imagine très bien que bah voilà, avec son gros marteau, le fait d'augmenter les dégâts, voilà. Ce qui est bien, c'est que les optimisations sont pas hyper top dans ce détachement, mis à part une ou deux. Le fait du marteau pilon va avoir tendance à nous donner envie d'aller chercher sur le champion Enneir. Ensuite, au niveau du kit de stratagème, on va avoir l'infusion de cyber stimulant. Il vaut 1 PC celui-là. En gros, soit pour un PC, vous allez directement avoir la relance D1 pour blesser, soit pour un PC plus 2 PR, vous allez avoir la relance complète des blessures. Bah voilà, hein, ça pique. Hein. En phase de combat, les berserk qui arrivent, petit pack de berserk full reroll. Ou reroll D1, ça picote. C'est très 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 fort. Ensuite, pour un PC force inarrêtable, aussi qui va vous permettre de faire des mouvements d'engagement ou de consolidation de 6 au lieu de 3. Exactement, on sait qu'il bouge peu, il bouge de 5. Et on sait ce que ça peut provoquer d'avoir un décharge qui fait qu'en fait, sur votre pack de 10, il n'y en a que le premier rang qui va taper. Bah, c'est le moment où il va falloir utiliser ce petit PC pour conso. Et puis en plus, avoir projection potentielle pour aller se cacher derrière un mur ou aller réengager une autre unité. Yes, ensuite excessivement fort et intéressant, assaut augmétique. Pour un PC, ça va donner uniquement un pack de Berserker, l'Advance et Charge. Et ensuite, vous allez dépenser jusqu'à 2 PR. Et en gros, vous aurez plus XPR donc à votre phase de mouvement Advance. Donc Advance et Charge avec un mouvement qui peut être augmenté de plus jusqu'à 2. Et sachant que si vous êtes en acquisition hostile, vous avez en plus la reroll des Advance et la reroll des Charges. Nativement. Donc ça devient très très fort. Et clairement, si en plus vous étiez dans un chausson, que vous débarquez d'un transport, vous avez gagné le 3 de mouvement de débarquement. Cumulé, on commence à se voir que les berserk vont avoir une grosse projection. Pour illustrer ce que vient de dire Laurent, il faut savoir qu'il bouge de 6 de base, oui, potentiellement avec 2 PR plus 2, donc on est à 8, ils ont débarqué, on ajoute plus 3, on est donc à 11, et derrière on relance justement l'Advance et la charge. Donc globalement, ça vous assure, sortie d'un transport, des charges à 24, assez stables. Donc ouais, c'est bien, parce que c'est un peu ce qui manquait, hein, ce que je disais, c'était le fait qu'on puisse les faire rip-hop, le fait qu'avec le grenade, enfin le lance-taupe, alors pas sur l'Advance, mais sur le lance-taupe, on puisse empêcher les tirs d'alerte. Il nous manquait ça chez les berserk, donc ça c'est vraiment un gros plus de leur avoir amené cette Advance et charge. Ensuite, on continue avec la fracture tectonique qui coûte 1 PC. Tout simplement, vous allez l'utiliser sur le tremblement-terre chtonien, c'est donc la nouvelle artillerie. En gros, de base, vous allez faire moins de mouvements et si vous décidez d'utiliser 2 PR, vous aurez aussi moins 2 à la charge sur l'unité ciblée. J'aimais pas la tectonique à l'époque. Voilà, est-ce que ça va changer avec ce stratagème ? Toujours pas le même questionnement. C'est génial de pouvoir jouer sur le mouvement adverse, que ce soit mouvement ou charge. La plateforme reste à 110, elle tire entre 24 et 36 en fonction de l'arme que vous avez choisie. On a vu que les profils d'armes n'étaient pas non plus extravagants. Voilà, en tir indirect, je suis curieux de son utilisation. Yes, ensuite la voûte de Tramonde qui coûte 1 PC, tout simplement ça va utiliser la phase de tir adverse sur unité infanterie Votann et vous allez avoir moins 1 bless pour 1 PC. Normalement c'est 2 PC. Hein. Ouais, alors moins 1 bless, bon après... On a le consolider la prise qui fait que vous l'aurez si vous êtes en point de rendement consolider la prise. On voit qu'on veut amener de la résilience, et en particulier de la résilience sur les berserk, avec leur insensible à la douleur, leur petite save de t-shirt, tout ça, ou sur les infanteries en général, mais en particulier sur la berserk qui sont un peu leur point faible. Yes, et on termine par, à mon avis, la pépite de ce détachement, c'est la voie d'accès cachée, ça coûte 1 PC, ça utilisé à la fin de phase de combat sur soit des berserkers, soit des guerriers de base, soit sur les guerriers infiltrés qui sont les guerriers Handcogs. Et en gros, si vous êtes plus en mêlée, vous retournez en réserve ou en frappe en profondeur. À la fin de du combat adverse, mais c'est quand même génial, parce que vous vous dites, je vais taper, je vais me mettre dans un chausson, je vais en laisser un ou deux, hop, phase d'après, parce que les berserk quand ça tape fort, et hop, je repars, j'ai frappe en profondeur, donc je peux revenir. Voilà, on voit un peu le phénomène. C'est excessivement fort, on l'a vu avec le nouveau codex démon, enfin tout le nouvel index démon et ses nouveaux stratagèmes. Bah en fait, pour un PC, tu fais ce qu'on appelle une arrivée précipitée, donc coucou, je me mets à 9 de toi, ou au pire à 12 de toi, parce que je vais être sûr que tu me charges pas à ton tour. Derrière, si t'es prêt, j'ai même pas besoin de claquer un PC pour Advance Charge, comme on vient de le voir, ou avoir plus 2. Et derrière, deuxième PC, donc c'est-à-dire arrivée précipitée à ton tour, un PC, ensuite à mon tour, un PC, et je t'ai pulvérisé littéralement quasiment n'importe quelle unité du jeu avec un pack de 10 berserk, mon unité est plus sur la table. En termes de trade, c'est excellent.
excessivement bon. En fait, le seul contre de ça, faut se rendre compte que c'est tout simplement le fait quand on reçoit ce genre de charge, c'est d'arriver à caler une intervention héroïque pour maintenir l'autre au corps à corps, sinon le mec peut faire ça tous les tours. Ça peut être usant. Non, mais ce qui est très bien, c'est qu'on voit qu'il y a eu une volonté déjà de faire un détachement, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les Hancock, un détachement à coloration chtonien, berserk principalement, et surtout de pallier aux failles qu'ont les berserk, qui était que ça restait des Lopez en t-shirt. Donc soit ils étaient dans un gros chausson, soit ils arrivaient très difficilement au corps à corps, ou c'était une unité pas chère pour faire des actions avec un tout petit peu de contre-close, mais avec un seuil de rentabilité et de fiabilité au corps à corps qui était très très dur à tenir. Et là, on voit qu'on leur a donné les armes pour pouvoir se projeter, faire mal, et en plus résister, soit en disparaissant, soit en améliorant leur résilience. On attaque le 4e détachement, qui est la bande assermentée express. Décidément, ils sont tous assermentés ici. Ouais, mais c'est l'administration. Exactement. En tout cas, vous allez voir, c'est le détachement qui met en avant les transports. Game design très très quali. Relais de sensors mobile. En gros, tous les transports Votann vont avoir une aura de 6 pouces qui va donner à l'infanterie touche soutenue 1. Voilà. Bah, une nouvelle règle d'armée. Ok, voilà. C'est fort. Non, on connaissait le deck of fire, c'est-à-dire le fait de, dès qu'on débarquait d'un transport, si ce transport avait tiré sur une cible, vous gagniez soit les rerolls, en particulier de bless. Là, la touche soutenue, c'est juste énorme, et en particulier, voilà, on voit tout de suite l'utilisation des petits véhicules, que ce soit les Sagitors, les Capricen, et la forteresse, farcie à l'infanterie, que ce soit les chaudronniers, les Terminators, ou même les petits packs de tir, bah voilà, tout ça quand ils vont sortir ou quand ils vont se tourner autour, bah ils vont faire très très mal avec la touche soutenue. Yes. Ensuite, au niveau des améliorations, on va commencer par l'alchimie tactique qui vaut 10 points, figurine cale seulement. Alors un peu triste, si vous contrôlez un objectif qui est dans le No Man's Land et que vous décidez d'utiliser un PR, vous pourrez sur un 4+, gagner un point de commandement. Ouah. C'est beaucoup de conditions pour 10 points, un PR, putain, c'est compliqué hein. Voilà, sachant qu'en plus les PR, potentiellement, vous l'utilisez comme une sorte de point de commandement dans certaines circonstances. Bon, bah voilà, est-ce que vous allez vouloir les gagner? Ça peut être structurant parce que vous avez un stratagème absolument, ou un combo de stratagèmes que vous voulez déclencher. Voilà. Je suis pas sûr que je le ferai, en particulier le fait que ce soit sur un cal. Yes. Amélioration la plus forte et aussi la plus chère de ce détachement, c'est le cyberimplant Trivarg. Il coûte 30 points. En gros, vous allez mettre ça sur n'importe quel personnage Votann qui, à la phase de tir, justement, va vouloir tirer. Soit il a débarqué d'un transport, auquel cas il passe touche soutenue 2, ou alors vous dépensez 2 PR et vous passez en touche soutenue 2. Donc il faut comprendre qu'en fait, en gros, le touche soutenue 1 à 6 pouces d'un transport passe touche soutenue 2. Exactement. Donc bah touche soutenue 2, je vous laisse faire les projections, que ce soit sur les chaudronniers avec un stratège ou sur les Enhir, les Terminators, accompagnés soit d'un cal, soit du champion, bah ça commence à piquer fort, en particulier sur les armes Volkit, ça commence à piquer. Ouais. Ensuite, on va avoir le jugement précurseur. Celui-ci, il vaut 15 points. En gros, dès que le cal et son unité vont être à 6 pouces d'un transport, vous allez pouvoir faire un tir en état d'alerte à 0 PC et surtout toucher sur du 5. Voilà. C'est pareil, ça reste très fort. Est-ce que ça c'est même pas toucher sur du 5, c'est faire des touches critiques sur du 5, c'est voilà. Encore meilleur. Donc toujours pareil, la projection avec le cal au milieu du parc de Terminator, à proximité d'une forteresse dont ils viennent de débarquer, ou autre, bah, ça fait une énorme saturation qui crit sur du 5. Ça pique beaucoup. Yes. Ensuite, on va terminer avec les restaurations distinctives. Celui-ci, il vaut 5 points. Tout simplement, le maître fer, c'est-à-dire la figurine qui répare les véhicules avec cette amélioration, bah là, vous réparez un PV supplémentaire. On sait qu'elle répare de D3, de 3 flats quand elle a le petit Konya, son petit assistant. Bah là, vous passez à 4 flats, quasiment. Donc, ce qui est un beau palier, en particulier si vous accompagnez une forteresse ou un Sagittor ou des petits Capricius. Yes. Ensuite, on passe du côté des stratagèmes, position sur un PC à la fin de n'importe quelle phase. En gros, si jamais vous êtes en protocole d'acquisition hostile, vous allez pouvoir tout simplement débarquer à 6 pouces d'un transport. À n'importe quelle phase. Voilà. Salut mon pote. Bah ouais, c'est très fort. C'est le fait d'avoir des mouvements en réaction, en tout cas de ne pas être dépendant des phases et de pouvoir agir quand vous l'entendez. Tiens, j'ai vu qu'il s'était positionné. Tiens, je veux débarquer pour aller contester un objectif. Tiens, je veux pouvoir me cacher derrière le mur pour pouvoir me créer de la projection au tour prochain. C'est juste génial. Et sans que ce soit lisible par votre adversaire, parce que vous avez ça dans votre manche et que c'est vraiment à n'importe quelle phase. Il a fait un mouvement réactif. Je veux pouvoir me positionner pour le menacer. C'est juste très très fort. Les amis, on sort aussi de la sortie du codex World Eater. Petite précision, il faudrait que Game Workshop clarifie ça, parce qu'en l'état, il parle d'un débarquement, mais
Ils n'utilisent pas le mot débarquement, ils disent que c'est un type de débarquement qui vous permet d'être mis à 6 pouces. En l'état, vous n'avez même pas la restriction de ne pas être à portée de mêlée. Ça voudrait dire que déjà c'est une source de projection de la manière dont c'est écrit et sans doute dont ça a voulu être écrit pour se projeter et aller charger de plus loin ou prendre de la position. Mais en l'état, ça veut aussi dire qu'à la fin de n'importe quelle phase, on peut aller loquer une unité ennemie. Faudra qu'il le clarifie ça. Clairement, mais à culpa au disclaimer, on est sur un codex en français, même sur la lecture de certaines tournures, on sent que l'anglais pourra nous répondre à une partie de nos questions, dont celle dont tu viens potentiellement d'émettre. Quand tu parles français, je comprends pas. Alors voilà, ça c'est le côté Lopez. Ensuite, en deuxième stratagème, ça va être le mode bastion. Celui-là, écoute, un PC, sans les gras. Alors, disclaimer aussi, moi je veux pas du tout me mettre à dos une partie de la communauté Laurent. Je sais en général que ceux qui conduisent une caravane ne disent pas bonjour au camping-car. J'en ai déjà fait l'expérience, Laurent. C'est un peu comme les T-Max et les motos. Ah ouais, c'est vrai ce que tu dis. Eh ben, moi je dis pas bonjour au T-Max, et dis-toi qu'un jour j'étais en camping-car, et je dis bonjour à une caravane, il m'a pas répondu. Ouais, mais ça me pas. Remise en question. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai que je suis en dessous. Ouais, je suis différent. Je suis différent, mais différent. Par le bas. Et ben là, donc, mode bastion, plus sérieusement, stratagème extraordinaire. Il coûte un PC, votre forteresse mobile hécaton à la phase de mouvement va pouvoir traverser les murs. Merci, il le fallait. Elle bouge de 10. On avait déjà les IK qui traversaient les murs. C'est vrai que c'était un peu le problème de la forteresse, parce que la forteresse T1, vous voulez la cacher. Si en face, vous avez une saturation de tir, de gros tirs sans invulnérable sur la forteresse qui peuvent la fumer, votre chausson à 240 points, il sert à rien. Là, le fait de pouvoir la cacher, mais de savoir qu'elle va vraiment servir grâce à ce stratagème, c'est juste très fort. La faille, c'est que c'est pas un Land Raider, donc c'est pas un véhicule d'assaut, vous pouvez pas bouger, débarquer, charger. Là, vous allez pouvoir, pour un PC, phase de mouvement, je traverse les murs, je ne sors pas. Prochaine phase, pour un PC, je me téléporte à 6. Enfin, 2 PC, mais ça va décoller de la rétine. Hein. Voilà, sachant que la forteresse tirote un peu aussi en plus. Ça envoie un peu de patate. Donc voilà. Donc c'est clair que c'est là, ça me fait rire. Sur la table, je vais t'en... Maman, à l'aide. Ensuite, on va avoir la priorité illuminée. Ça coûte un PC. En gros, dès qu'un véhicule va tirer sur une unité ennemie, toute l'infanterie votante de votre armée aura une relance des 1 sur cette même unité. Voilà. Ce qui est fort... On l'a vu, on a d'autres phénomènes qui peuvent vous donner plus 1 pour toucher, la reroll des 1. Ça reste très fort, un véhicule où vraiment c'est je mets un flash dessus, ça doit mourir. Ensuite, on va avoir l'efficience inexorable, ça coûte un PC, ça permet tout simplement d'être utilisé à votre phase de tir et de pouvoir désengager et quand même de pouvoir tirer. Oui, là c'est un peu on va dire le joker automatique quand vous allez vouloir jouer des détachements avec véhicule. Si votre véhicule il est bloqué dès qu'on lui a envoyé un pack de Nurgling, vous avez perdu toute la saveur. Donc le fait de pouvoir avoir le désengagé et tir, c'est le minimum. Yes, ensuite on va avoir escalade opportuniste pour un PC une fois qu'un de vos véhicules a l'exclusion des forteresses. Et merci d'avoir mis ça parce qu'on commence à avoir trop de synergie pété. En gros, dès qu'on vous a tiré dessus, si vous n'êtes pas mort, vous allez pouvoir bouger de D6. Voilà. C'est un reactive move que les Nécrons avaient, ça fait jamais rire, on peut l'utiliser de façon défensive ou de façon offensive. Voilà, alors c'est vrai que c'est bien qu'il l'ait fait avec exclusion de la forteresse, que si la forteresse elle dépasse juste un peu de la ruine, elle te met toute sa statue dans la gueule avec un bout de roue, et que dès que tu lui tires dessus, hop, elle se cache au moins de tir de bolter. C'est-à-dire qu'elle a un niveau de survie qui est énorme. Voilà. Donc ça, c'est un bon point de la part de... C'est un stratagème qui est fort. Il y a déjà le Fire and Fade sur les Capricus, donc vraiment, c'est un stratagème qui est destiné vers les Sagittors. Je suis sûr que tous les petits joueurs Votan vont regretter que la forteresse soit exclue, mais c'est mieux, parce que sinon, c'était pas très intelligent. On est d'accord. Ensuite, on va terminer avec Fusée de Vengeance. Celui-là, il coûte 2 PC, utilisé à la phase de tir adverse. Une fois qu'on s'est fait tirer dessus avec une unité infanterie, si vous êtes à 6 pouces d'un véhicule, alors vous allez pouvoir tirer avec ce véhicule, à l'exclusion de la forteresse, sauf si vous claquez en plus de 2 PC, 2 PR, auquel cas la forteresse peut tirer. Ça rigole pas. Hein. C'est cher, mais ça rigole pas. Hein. Non, on est d'accord. On a la même chose avec dans le détachement index, avec les représailles, où dès qu'on tire sur une unité, elle peut tirer sur une unité éligible. Voilà, à voir après si on va utiliser les 2 PC et potentiellement les 2 PR pour aller essayer de le maximiser sur une forteresse. On a fait le tour de ce détachement, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que celui-là il est viable? Ouais, moi je l'adore, enfin, est-ce qu'il est viable? En tout cas, moi je le kiffe intellectuellement. Pourquoi? Parce que je vois tout de suite la multi-chausson, que ce soit les petits chaussons porteurs de Yegir, les Sagittors avec des berserks dedans ou avec des petites unités de tir, et les grosses forteresses, que ce soit avec les Brokir, donc les porte-bébés ou les Terminators. Et vraiment ce combo de dès que je suis autour, j'ai tout soutenu, je vais avoir la projection. Enfin, j'aime bien cette âme de la caravane qui va s'installer sur un terrain. Voilà, et donc le maître du village. Voilà. Non, moi j'aime beaucoup celui-là. Tu sais ce qui se passe si tu mets deux tentes côte à côte? Ça fait un chemin.
Donc, Et Laurent, Oui. là où il y a une idée, il y a un chemin. C'est pas moi qui le dis, c'est Lao Tse. donc là où une idée, il y a deux tentes. Indirectement, oui. Syllogisme. Plus simplement, je trouve que ce soit génial que les détachements aient une vraie coloration selon les unités qu'on veut utiliser. Et sans pour autant être complètement... vous pouvez pas utiliser le reste. Ce qui est un peu le cas de tous. Il y a peut-être celui sur les berserks qui était vraiment très 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 poids du corps sur les berserks stoniens. Celui-là en tout cas, on sent que une ou deux forteresses et un ou deux sagittors, vous pouvez utiliser ce détachement et ça va créer une vraie dynamique, une vraie synergie autour. Et je trouve ça génial. Il nous reste à voir un seul détachement, c'est l'arsenal du feu de l'âtre. Celui-ci n'est donc pas assermenté. Ce que j'allais te demander, s'il était assermenté. Non, pas eux. Dommage. En tout cas, tu vas avoir la règle fonction optimale. À votre phase de commandement, vous allez gagner un pion de rancune supplémentaire pour chaque objectif du No Man's Land que vous contrôlez et sur lequel vous allez retrouver soit un maître fer et ou un stratège menhir. Vous allez donc pouvoir en gagner jusqu'à un maximum de 2 sur les 3, donc 5 potentiellement sur une phase de commandement où vous avez plus d'objectifs que votre adversaire. Ça commence à pas trop rigoler. Et aussi, vous allez pouvoir les dépenser à votre phase de tir sur les unités qui ont évoqué les brocrires, chaudronniers ou évaluateurs pour pouvoir avoir une relance des 1 à la touche. C'est très sympa, on voit que, voilà, vous avez compris, on va pas se le cacher, on va pas spoil, mais ce détachement est destiné vers les chaudronniers et potentiellement tout ce qui va accompagner maître de fer ou stratège menhir, donc aussi bien l'évaluateur que les broquirs, donc les porte-bébés, mais surtout les chaudronniers. Je rappelle, les porte-bébés, c'est clairement ce qui va se jouer par 6 en mode un peu dégueulasse, soit avec du graviton, soit avec de l'énervé dedans. En tout cas, la première optimisation, ça va être le nodule Apantir, qui lui coûte 20 points et qui permet d'être mis soit un maître fer, soit un stratège, et lui donner lui et son unité la règle frappe en profondeur. Voilà, on voit le stratège ou le maître de fer qui accompagne donc soit 6 broquirs, soit 6 chaudronniers de tir. Frappe en profondeur, c'est exactement ce qui manquait aux broquirs qui avaient que attaque de flanc, donc réserve stratégique normale, ou le chausson du véhicule. Là, on va leur amener tout de suite une projection très très forte. Ils tombent et ils tapent, soit en rapid ingress, en réaction précipitée, soit en saturation de tir autour d'eux. Yes, ensuite on va avoir la ténacité calculée qui coûte 15 points et ça va permettre d'être mis soit sur un maître fer, soit sur un stratège, et là ça manquait un peu du codex, je sais pas si on jouera dans ce détachement, mais pour avoir plus 1 de capacité d'objectif sur toutes les figurines de l'unité. Exactement, on l'a vu, c'est-à-dire que on n'avait que 2 unités qui amenaient de l'OC, et ça risquait d'être un peu ce qui allait peiner. On sait que le primaire et la contestation de primaire, le deny de primaire, est ultra structurant quand on joue à une partie de Warhammer. Il y a des armées qui sont très très fortes. Et c'était un peu ce qui manquait auprès des Votann. Le fait de pouvoir faire passer des objectifs contrôle de 2 sur des gros châssis résilients comme les broquirs ou les chaudronniers, je pense que ça va être très bon. Yes. Ensuite, on va avoir le menton des anciens. Celui-ci, il coûte 10 points. Il permet d'être mis sur un stratège. On rappelle que dans ce détachement, vous allez pouvoir utiliser un PDR pour avoir une relance d'1 à la touche. Si vous le faites avec le porteur de cette amélioration, après qu'il se soit activé, vous jetez un dé sur un de plus, vous récupérez un PDR. Il va être quasiment auto-include. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre en fait d'en utiliser un gratuit. Et là, le but, ça va être d'avoir 1, 2, voire 3 packs sur lesquels vous allez utiliser la fonction optimale. Mais si à chaque fois, vous perdez en points de rendement, en points de rancune, et ça vous fait passer à chaque fois en seuil, là, vous aurez cette possibilité pour moins 1 point de rendement. Yes, un malheureusement qui est pas terrible derrière, c'est l'écrin à graviton. Le nom est trop stylé parce que on va se dire putain graviton, ouais. En fait, il vaut 5 points, c'est de la merde. En fait, ça va être mis sur une figurine maître fer et si l'unité du porteur a tiré sur un monstre véhicule, celui-ci va être pilonné et va avoir moins 1 touche. Je rappelle que normalement vous êtes censé les détruire et si vous les détruisez pas, vous êtes censé les laisser avec tas de points de vie. Donc il y aura normalement moins 1 pour être touché. Non, monsieur, aucun intérêt. On est d'accord, Laurent. Mais c'est pas cher. Mais est-ce que pas cher pour de la merde, c'est pas toujours trop cher, Laurent ? Je pense que ça a toujours le goût de la merde. Mais pas cher. Mais pas cher. Et le nom est stylé. Plus sérieusement, ténacité calculée pour avoir le plus endossé, tu le mettras toujours. Le nodule pour avoir la faible, je pense que c'est quasi auto-include pour avoir ce fameux projection. Ça vaut le coup d'un transport, donc c'est très 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 bien. Et peut-être le manteau des anciens pour farmer le PDR, mais encore c'est juste pour rester avec sur du 1 quoi. Voilà, pour se dire tiens je peux l'utiliser, soit j'ai une grosse enclume et si je vais chercher une deuxième ou troisième grosse enclume, le fait d'avoir cette farm à point de rendement, en tout cas c'est équivalent à point de rendement. Yes, on passe maintenant du côté des stratagèmes et franchement le prochain il est très 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 bien écrit. Encore une fois c'est rigolo, dépendamment des mécanismes de jeu, on arrive à déduire, à spéculer un petit peu quand est-ce que les codex ont été écrits. C'est pour ça qu'on a énormément été déçus par le GK, on sent qu'il a été écrit il y a 3 ans. Là, à la fois on sent qu'il est ultra moderne parce qu'il y a du mouvement réactif, il y a du mouvement réactif de mouvement et aussi de tir, il y a énormément de mécanismes qui sont frais et là on découvre qu'ils n'ont pas appliqué le nouveau ignore
plusieurs modifications à la touche qu'on retrouve partout. Là, le premier stratagème, c'est précision infaillible. Il vaut pas un par contre, mais 2 PC, on sent la maturité et à quel point il est fort. Et là, cette fois-ci, ça va être mis sur une unité de Tonko's Brokir. Et en gros, vous allez ignorer tous les malus, capacité de tir, de touche, de blessure et même de pénétration d'armure. Ce qui est bien, c'est qu'il est lié uniquement au Tonkock. Pourquoi est-ce qu'il l'avait historiquement avec le maître de fer qui les accompagnait? Mais il était, comme tu le disais, c'est-à-dire qu'il était, il était passé à travers toutes les data slates. Là, il revient, il est cher. Mais qu'est-ce qui peut être structurant quand vous allez faire tomber vos 6 Brokir accompagné du maître de fer, avec en plus la frappe en profondeur, vous voulez être sûr qu'il tape et qu'il tape fort. Non, c'est très 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 bon. Ensuite, pour un PC, pareil, préoccupation première, il va pas rigoler celui-là à votre phase de tir, juste après qu'une unité de Brokir, de Chaudron ou d'évaluateur arcaniste de votre armée a tiré. Si cette unité était restée immobile à votre phase de mouvement, alors elle peut bouger après avoir tiré. C'est très fort. Tout ce qui est Fire and Fade, alors bon, la condition sine qua non, c'est qu'elle n'ait pas bougé. On la voit très bien arriver en FEP maintenant avec l'optimisation, détruire avec sa saturation sur un objectif, attendre, avoir en plus la résilience, que vous êtes potentiellement consolider sa prise. On arrive en face de vous, vous ne bougez pas, vous prenez l'assaut, c'est au tour suivant, vous avez la possibilité d'aller vous cacher. C'est très fort, à voir comment vous allez l'utiliser. Le rester immobile est toujours une condition un peu bloquante, mais en tout cas c'est très fort pour pouvoir amener de la résilience sur des unités très chères. Yes, ensuite on va avoir la munition à retardement, celui-là il vaut 1 PC à votre phase de tir après qu'une unité de Brokir, de Chaudronnier ou d'évaluateur est tirée sur une unité ennemie. Alors, dès que l'unité ennemie va faire un type de mouvement, mais c'est bien fait, ça ne marche que au mouvement, alors vous jeterez un dé et sur un 1, ça sera une blessure mortelle. C'est rigolo, ça s'appelle munition à retardement, petit clin d'œil, c'est comme une balle Doom Doom pour ceux qui ont tu l'as. Oui, très bien. D'accord. Mais j'adore. Alors je sais pas si c'est vraiment utile, peut-être pour finir le pack, vous vous dites tiens mince, il y en a 2 qui sont survivants. Voilà, bon je pense que la saturation de tir que vont amener en particulier Chaudronnier est déjà suffisante, mais j'aime bien l'idée en tout cas. Yes, ce qui est assez rigolo, c'est que dans le passé de Warhammer 40 000, ils avaient mis en fait ce genre de test où on va jeter un dé sur un point de mortel, mais c'était sur tous les mouvements. On faisait un mouvement, on le faisait, une charge on le faisait, un mouvement de consolidation on le faisait, et un mouvement de mise en contact on le faisait aussi. Là c'est bien, c'est pas très fort comme tu l'as dit pour un PC, mais c'est bien qu'il est assaini parce que honnêtement ça alourdissait trop le jeu là-dessus. Ensuite on va avoir le mur d'acier, celui qui coûte 1 PC, c'est à la phase de charge dès qu'on va pouvoir justement charger avec une unité de Chaudronnier. On va jeter un dé par figurine et sur un 4+, mettre une blessure mortelle. Petit effet qui se coule, si vous dépensez 2 PR, vous allez jeter 2 dés supplémentaires, pas par figurine, mais 2 dés au total. On rappelle qu'il y a un petit garde-fou qui est qu'on ne peut pas faire plus de 6 blessures mortelles avec ce stratagème, et le fait est que c'est fort. Bah ça fait un petit tank choc, le petit tank choc qui va bien. Poum, on arrive, on met un petit coup d'épaule. Moi j'aime bien, à savoir à quel moment vous utilisez. Ce chose, c'est que les chaudronniers, on se l'est dit tout à l'heure quand on a vu les datasheets, pour l'instant ceux de mêlée, j'ai pas encore vu. Alors, est-ce que c'est ceux de tir et vous dites tiens, il reste 3 mecs, je vais charger histoire de mettre le dernier coup d'épaule et de les finir, parce que ça reste résilient quand même avec 3 PV en du 6. Ça peut être le petit effet qui se coule tank choc. Yes, ensuite on continue avec la purge préventive, celui-là il coûte 1 PC, ça va s'utiliser à la phase de mouvement adverse, juste après qu'une unité est battue en retraite d'une de 2 unités de Tornecoq, Brokir ou de Chaudronnier d'ailleurs, et auquel cas vous allez pouvoir faire un tir sur eux avec un malus de -1. Bah, pas bien, pas drôle, parce que quand ça tire avec une saturation de malade. Ok, -1, mais ça va faire très très mal. Ça, là, je pense que oui, on va pas battre en retraite. On va pas battre en retraite. Après, voilà. C'est bien fait, il faut qu'on soit la cible éligible, c'est-à-dire que si on est passé derrière un mur, on est plus visible. Et blablabla. Ouais, mais en tout cas, c'est cool. C'est cool comme stratagème. On va juste parler d'un petit truc, c'est que je rappelle que les chaudronniers, ils ont l'aptitude riposte exterminatoire, ils peuvent donc faire un tir en état d'alerte qui touchera à 5 si t'es dans le bon protocole en termes de PR, ça sera sur du 4. Ça veut donc dire que là, pour un PC, voire 2, tu désengages, je te shoot à -1, même trigger, t'as bougé, je suis à -24, hop, je te fais un tir en état d'alerte sur du 4. Ouais. C'est pas mal. C'est un peu con quand même. Ouais, bah t'es sûr de mourir quoi. Après, il faudra rester engagé avec une unité comme ça qui fait du tir, blablabla. Ça reste des robots castellans comme tu les as décrits, donc je suis pas sûr qu'on le fera, mais. Après, en tout cas, ça ouvre cette option d'état d'alerte de battre en retraite pour les Brokir. Ça ouvre potentiellement le double trigger pour les chaudronniers. C'est vrai que c'est fort. À voir si ça va être clarifié. Mais en tout cas, si ça ouvre cette porte-là, c'est très fort. Et on termine par le besoin cogité. Qui vaut 1 PC, ça va sur une unité de chaudronnier de Kogna de votre armée. Et en gros, vous allez pouvoir faire à la phase de mouvement adverse un mouvement normal, mais vous allez devoir vous rapprocher du pion objectif le plus proche. Bah c'est très fort.
Oui. C'est un peu là où on se pose le questionnement, donc de savoir qu'est-ce que vont devenir les Konya, les chaudronniers, par rapport à leur résilience et leur résistance, qu'on sait qu'en face, il y a quand même une méta qui va très très fort. Là, le fait de se dire qu'ils ont un mouvement après avoir tiré, s'ils ont resté immobiles, le fait d'avoir la frappe en profondeur grâce à ce détachement, et le fait de pouvoir bouger à la fin de phase adverse, ça reste très fort. Tiens, hop, tu t'es bougé, tu voulais m'envoyer 5 unités sur la gueule, bah t'en enverras plus que 2, et donc je vais résister, et par contre derrière je vais te mettre Chichi. Non, très fort. C'est un détachement pareil. Le gros point d'interrogation pour moi, le gros question mark, c'est le coût de cette unité qui va être quasi systématiquement avec un stratège des minières ou avec des chaussons dans ce détachement-là pour voir si ça va pas faire un effet pouf comme le robot Castellan. Mais si c'est pas le cas, ça va être très bon. Mais, et même si c'est le cas, c'est trop bien. On a fait le tour de tous les détachements. On va pouvoir un petit peu passer à la conclusion. Mais les joueurs qui sont des joueurs Votann historiques vont garder un petit peu ces mécanismes de, comme je le disais, t'as les motos, ton pack infiltré, et derrière je t'envoie du berserker dans ta tronche, et ça tire aussi très fort sur ce qui est à côté. Fine, ça marche. Là, ils ont juste rajouté des trucs. Ils ont rajouté un personnage non opératif qui est dégueulasse. Non, mais c'est vrai, Kimi Fiston, il passe pour un gland à côté, tu vois. Et à côté de ça, ils ont rajouté plein d'unités pour créer du gameplay et plein de détachements en disant, ça sera peut-être pas le plus opti. Mais là, mon pote, je vais te sortir des tricks, tu fais une connerie, mais je t'envoie sur Saturne, tu vois ce que je veux dire. Le game design, il est ouf. Je trouve que c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait avec les Votann. On est d'accord. C'est un générique, celui qui se rapproche de l'index. 4 détachements, chacun avec une vraie saveur, une vraie coloration par rapport à un type d'unité, qui peuvent pour autant garder l'ensemble des entrées du codex, parce qu'on a vu que les mots-clés déclencheurs n'étaient pas systématiques. Non, c'est vraiment très sympa. Comme tu l'as dit, l'équilibrage, on va le découvrir, que ce soit en interne ou en externe, mais ils ont comblé des failles qu'on attendait. L'agent solitaire, les reactive moves, la projection des berserks, la résilience, voilà. Et ce nouveau mécanisme des points de rendement, on va voir comment ça va marcher, comment ça va réussir à comboter. En tout cas, c'est génial. Il ne manque qu'une seule chose, on l'a dit, Papa Lopez. Mais mis à part ça, je trouve que c'est un codex qui est ultra complet et surtout qui amène un vrai fond fraîcheur pour les Votann et pour tout ce qu'on attendait avec en plus des très très belles nouvelles entrées. Yes, moi je vais quand même mettre un bémol, mais on en a déjà parlé même entre nous, la complexité. Je pense qu'il va foutre le bordel sur les tables de jeu et c'est peut-être là où le bas blesse, c'est juste que la saveur d'un jeu ne se calcule pas sur le nombre de tokens que tu dois avoir sur une table. C'est un petit peu ce qu'on avait avec la mec et ainsi de suite, si tu veux. Et c'est le seul truc où je trouve que c'est dommage. Moi, ce que j'ai aimé, c'est en introduction quand t'as dit que c'est un codex qui peut très bien s'adresser à du débutant parce que tu vas juste avoir des paires, on incrémente ensemble à la phase de co, on calcule ensemble, ça se passe. Par contre, quand tu vas commencer à dire, mais non mon pote, t'as oublié que pour 2 paires, je t'enculais. Déjà pour 2 paires, non. Je vaux plus cher, je ne suis pas un garçon facile. Tu vois, je pense qu'on peut très vite rentrer dans des abus de lecture pour l'adversaire. Et c'est dommage parce que maintenant, depuis quasiment 4 ans, ton capitanat de l'équipe de France d'ailleurs, c'est le fait qu'il y a de moins en moins de ce qu'on appelle des gotcha. Le I got you, le je t'avais dissimuler une information pour gagner une partie sur une action d'éclat ou tu le savais pas. Et j'ai quand même un petit peu l'impression que là, pour l'adversaire, ça va être très compliqué à maîtriser. C'est un nouveau phénomène, c'est une nouvelle mécanique, donc j'ai envie de voir à l'utilisation. Mais c'est vrai que là où je suis assez d'accord avec toi, c'est que chaque codex quasiment arrive avec sa mécanique intrinsèque. Et donc c'est vrai que connaître toutes les mécaniques de tous les codex ou être dans la confiance avec son adversaire, et c'est là où vraiment le gotcha ou le non-gotcha est important, va permettre d'avoir des games saines. Mais je suis d'accord avec toi que c'est l'Admech, le Drukhari, le Genesty leur culte, le Votann, si on commence à arriver les points de cabale, les points de machin... tu n'as qu'un niveau. C'est-à-dire que tu vois que j'ai un pion de souffrance, tu sais que je vais soit relancer une charge et tout. Là, le problème, c'est que non seulement tu dois te souvenir que j'en ai un, mais en plus de ça, que j'ai 2 niveaux sur mes stratagèmes. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est là où vraiment je trouve que l'interaction va être complexe, quoi. On arrive dans des profondeurs de codex pour nourrir le jeu et le joueur de ce codex, mais c'est vrai que pour la personne en face, l'adversaire, il faut une vraie alliance avec son joueur et jouer la partie ensemble pour découvrir la saveur. Mais c'est vrai que sinon, on peut tomber dans le... j'ai rien compris en fait, vas-y quoi. Voilà. Je reprends l'expression qu'avait utilisé Olivier avec le taux. Alors eux ils observent, ils marquent, ils observent. Fais en fait. J'ai tout perdu là en fait. Je sais même plus où t'es quoi. C'était aussi un peu ça. Et c'est vrai que on n'arrive pas en fin de V10, on arrive à quasiment la fin des sorties de codex de V10 et on sent qu'ils ont voulu amener une profondeur et cette profondeur peut amener un peu de lourdeur
on va dire dans la Yes. fluidité du jeu. C'est clairement le seul défaut. Game Workshop a fait un travail de Ouais. ouf avec la migration index-codex et même la migration demi-armée, armée complète. Là, vous avez pas à pâlir. Vous avez un lore de ouf. Vous avez des visuels de ouf. Vous avez du modélisme de ouf. Vous avez 50 gameplay avec tout ce qui va être infiltration et scout. Ou au contraire, je peux jouer comme avant. Honnêtement, Ouais. très très bon travail. Non, super codex. On a envie de tout tester. Vraiment, on a envie de tout tester. Déjà, on a envie d'acheter une nouvelle fille. Là, on le voit en couverture, mais lui, là, l'agent solitaire qui va aller mettre des tatanes, bah, on a envie de le tester. Enfin, voilà, on a envie de tout tester. Et rien que ça, tous les détachements, toutes les nouvelles entrées, faire plein de games avec plein de compositions différentes, parce que tout d'un coup, entre le nombre d'unités et les détachements, rien que ça, c'est un pari gagné. Bravo au Games Workshop pour ça, en tout cas. Yes, bah d'ailleurs merci à eux de nous avoir envoyé ce petit livre d'armée. Merci infiniment à toi, mon petit LOL, bah justement d'être venu nous présenter cette nouvelle armée. Si vous êtes encore là dans cette vidéo, n'oubliez pas qu'on est tout le week-end encore au championnat du monde de Warhammer 40 000 en direct d'Autriche. Le lien sera en description, c'est directement sur Twitch. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez faire un petit tour pour nous soutenir sur Tipeee, n'hésitez pas à le faire. Et nous, on vous dit À plus, les Wargamers!